Hello, nous c'est Léa et Pauline, passionnées de tech. Vous écoutez Erreur 404, le podcast où l'on échange, on discute et on vulgarise la tech qui fait du bien. Parfois high-tech, parfois low-tech, mais toujours avec curiosité. Dans les transports, en cuisinant, en faisant du sport ou juste pour faire passer le temps. Laissez-vous embarquer dans nos discussions avec des invités passionnés. Mais attention, une fois lancé, vous risquez d'avoir envie de continuer. Comme disait Alain, plus on sait et plus on est capable d'apprendre. Vous écoutez un nouvel épisode d'Erreur 404. Bonne écoute! Avec Pauline, nous avons créé le podcast Erreur 404, non pas pour répondre à des questions par des affirmations, mais pour répondre aux questions par d'autres questions. Nous avons créé le podcast pour susciter la curiosité et partager notre émerveillement. Mais notre projet, il a aussi toujours eu une dimension politique. Nous sommes persuadés que chacun et chacune, peu importe son métier, son genre, son origine sociale ou géographique, doit avoir la possibilité et la capacité de comprendre les recherches et innovations à l'œuvre qui pourraient transformer ou transforment déjà leur quotidien. La personne que nous recevons aujourd'hui est un scientifique qui, avec ses équations, pose des questions qu'il appelle souvent des questions étincelles, ces questions qui vous donneront sûrement, dans cet épisode, l'envie de vous interroger sur ce que nous mangerons demain. En effet, nous avons évoqué les sujets liés à la santé des femmes, à l'agriculture, aux cellules artificielles en passant par la physico-chimie au service de l'art, et des portraits en noir et blanc de scientifiques dont on méconnaît souvent l'histoire. Mais nous n'avons jamais parlé d'alimentation. Quelle sera l'alimentation du futur ? Quels défis les différents maillons de la chaîne alimentaire devront-ils relever ? Et relèveront-ils ces défis grâce ou par la connaissance ? Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Léa, je suis cofondatrice du podcast Erreur 404 et doctorante en physico-chimie à l'ESPCI. Et comme toujours, je suis avec Pauline. Bonjour, je suis Pauline, ingénieure du numérique, diplômée de l'ISEP. Aujourd'hui, nous accueillons Hervé Thys, père de la gastronomie moléculaire et physique, de la cuisine moléculaire et de la cuisine note à note. Physico-chimiste également français à l'INRAE, l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, et professeur à AgroParisTech. Nous vous remercions d'avoir accepté cette invitation et nous sommes très heureuses de vous accueillir. Je vous en prie, parce que vous avez dit que c'est une question politique, et c'est bien une question politique, c'est-à-dire si je détourne de mon temps de recherche pour venir, c'est pour une question politique. Et s'il y avait une caste de scientifiques qui était séparée on va dire du peuple, pour simplifier, on serait dans la même position que les aristocrates quand ils ne faisaient plus la guerre, et donc on leur coupe la tête. Enfin, ou on leur coupe les crédits, ce qui revient au même. Et dans le fond, les scientifiques ont une chance inouïe, dans notre pays en particulier, d'avoir leur recherche payée par le public. Enfin, on est redevable aux contribuables de cette activité que moi je trouvais absolument merveilleuse, mais voilà. On est complètement d'accord avec vous et merci infiniment d'être là. Est-ce que vous pourriez vous présenter personnellement et professionnellement ? Oh, alors ça c'est facile parce que sur mon ordinateur, en première page, il y a toujours marqué en alsacien, mais Mirzin Vasmir Mora, ça veut dire on est ce qu'on fait. Donc, je suis ce que je fais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je viens vous voir et après, je vais retourner au laboratoire. Et puis, avant, j'étais à la bibliothèque de l'école normale parce que j'ai un article à écrire et que je l'ai fini. D'ailleurs, je l'ai envoyé à l'instant. Et voilà ce que je suis. Donc, alors, dit comme ça, c'est un déroulé qui manque de grandeur, on va dire. Enfin, c'est pas de la grandeur, c'est qui manque de recul. Mais vous l'avez déjà dit, je suis physico-chimiste. Enfin, à vrai dire, je suis chimiste, mais la physique les sciences de la nature sont nées à l'époque de Galilée, avec Galilée, Bacon et quelques autres. Et les sciences de la nature cherchent les mécanismes des phénomènes. Bon, le ciel est bleu, pourquoi il est bleu ? Et donc on explore les mécanismes parce que et l'idée c'est d'en faire une théorie. Cette théorie sera fausse ou insuffisante, on va dire, et ensuite on va réfuter cette théorie. Alors ça c'est les sciences. Alors la démarche des sciences de la nature, ça consiste à identifier un phénomène, le quantifier, c'est-à-dire on fait des tas de mesures du bleu du ciel par exemple, et puis ensuite on réunit les résultats de mesure, j'allais dire les données, mais c'est pas des données puisque c'est des résultats. Je corrige, en vous parlant, je corrige des mots qui traînent et que je combats. Alors on prend les résultats de mesure, on les groupe en équations,
Et ces équations, on les assemble en théorie. Une théorie en français, ça ne veut pas dire une théorie scientifique, ça veut dire un groupe de choses. Hein. Alors, on a cette théorie, et cette théorie, comme elle est un modèle réduit de la nature, c'est pas la nature. Donc, une théorie, ça peut pas être juste. Et donc, on ne peut faire qu'une chose, on peut jamais démontrer scientifiquement. Ça serait idiot. L'expression démontrer scientifiquement est idiote. Et donc, on ne peut que réfuter. C'est-à-dire qu'on dit, si ma théorie était vraie, je prévois que. À ce moment-là, on a une prévision. On fait un travail expérimental. On teste expérimentalement la prévision dans l'espoir de la réfuter. Et donc, les scientifiques sont quand même des gens bizarres parce qu'ils créent des théories fausses pour ensuite les abattre, quoi. Mais il y a quelques personnes qui sont faites pour ça, qui vivent de ça. Et c'est pas pour de l'argent, c'est pas pour du pouvoir, c'est pas pour de la politique, c'est pas pour la politique politicienne, c'est juste pour vous avez dit le mot émerveillement, mais je suis en train de finir un livre d'émerveillement et quand même l'adéquation du calcul qu'on fait avec le phénomène, c'est quand même un truc absolument éblouissant. C'est-à-dire que moi, je suis tombé petit dans la chimie à l'âge de 6 ans. J'ai fait l'expérience de l'eau de chaux qui se trouble. C'est une très vieille expérience. Ça date sans doute de Joseph Priestley dans les années 1750. En gros, vous prenez du carbonate vous prenez de la chaux, on va dire. Voilà. Non, vous prenez du calcaire. Vous le chauffez. Vous le chauffez au four ou au chalumeau, ce que vous voulez. Vous avez une poudre blanche. Cette poudre blanche, vous attendez qu'elle refroidisse. Vous mettez une goutte d'eau dessus et tout d'un coup, vous avez... Alors, c'est un truc incroyable parce que votre poudre, elle est froide. Et pourtant, il y a cette espèce de dégagement incroyable. Alors, vous avez ainsi, d'abord, transformé votre carbonate en chaux vive. Et quand vous mettez une goutte d'eau, vous faites de la chaux éteinte, donc l'hydroxyde de calcium. Et ça, vous prenez un filtre à café. Donc, je me vois encore. Hein, c'était rue du Docteur Finlay dans le 15e. À l'époque, c'était la zone, c'était les usines Renault. Mes parents avaient acheté un truc parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent. Et donc, j'étais tout petit, j'avais 6 ans. Hein, et donc, on prend un entonnoir, on met un filtre à café, on met l'hydroxyde, et puis on met de la flotte dessus, et puis on récupère un liquide clair. Et ce liquide clair, c'est de l'eau de chaux, qui est clair comme de l'eau. Puis après, on prend une paille, on souffle, et il y a un trouble. Alors ça, c'est formidable, parce que d'où est-ce que ça sort? Et sédimente une poudre blanche, qui est de nouveau le carbonate. Alors ça m'a... Et alors, je ne savais pas à l'époque, c'est-à-dire que à l'époque, j'avais 2 vies séparées. J'avais cette vie de chimie qui était passionnée. Donc, tout mon argent de poche passait dans mon labo. Hein. Aujourd'hui, j'ai un labo à la maison qui est... j'ai un UV, j'ai des microscopies de fluorescence, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai fait ma thèse à la maison en étant mon directeur de thèse. Hein. Et alors, mais séparément, j'étais bon en maths, quoi. J'adore les mathématiques. Enfin, et il m'a fallu très longtemps avant d'accepter de rejoindre les deux. C'est-à-dire que j'avais le sentiment que la chimie devait être quelque chose d'expérimental et que les maths, c'était... Et c'est idiot, je suis pas très malin, donc je mets longtemps. Mais quand ça vient, après, c'est plus clair. Et puis, j'écoute pas les professeurs, je déteste les professeurs. Parce que, je sais pas, il faut que je fasse mon chemin moi-même. Voilà, vous demandiez une présentation. Il n'y a rien de mieux qu'une présentation comme ça, en vrai, parce qu'après, les titres... Les titres, vous en avez oublié un seul qui est que je dirige le Centre international de gastronomie moléculaire et physique qui est de l'INRAE et d'AgroParisTech et qui permet d'encourager les recherches internationales en gastronomie moléculaire. Le directeur, c'est pas un titre qui me plaît beaucoup, mais c'est surtout l'action de ce centre. Le projet. Et ça, c'est important parce que quand je vais en mission à l'étranger invité pour faire des conférences, je pars en général une semaine, je fais 14 conférences dans la semaine, mais mon but, c'est de créer un groupe de gastronomie moléculaire dans un pays, puis d'avoir des nouveaux amis, en quelque sorte. Voilà, pardon pour cette réponse très longue. Non, pas de souci. Je trouve que c'est important aussi de rappeler le côté et expérimental de la science et aussi l'appui sur les mathématiques. Toutes les sciences se rejoignent. Oui, alors j'ai dit mathématiques, mais en vrai, en sciences, c'est pas des mathématiques, c'est du calcul. Oui, du calcul. C'est parce que les mathématiques, c'est des mathématiques. Le calcul,
c'est leur utilisation justement pour... et alors pourquoi ? Pour des sciences de la nature, alors il y a quand même une différence entre la physique et la chimie, parce qu'il y a une question d'énergie, mais enfin la physico-chimie, disons ce qu'on appelle les colloïdes ou les systèmes dispersés, c'est vraiment à l'interface des deux, quoi. Et puis il n'y a pas de raison de marcher sur une jambe. Si on a besoin de faire des équations, je sais pas, de rhéologie, on fera ça. Si on a besoin de... Enfin, ce sont les questions qui sont importantes, pas les disciplines. Voilà. Oui, je suis d'accord. Et justement, on va commencer avec 2 questions, parce qu'on a justement habituellement 2 questions qui introduisent un petit peu l'épisode. Qu'est-ce qui vous passionne dans la science ? Et après, la deuxième question, si vous voulez tout de suite, c'est quelle application industrielle ou sociétale vous souhaiteriez qu'il arrive, que celle-ci arrive, ou au contraire ne jamais arrive. Voilà, attendez, vous avez 2 questions, vous me répéterez la deuxième. Alors la première, qu'est-ce qui me passionne dans la science ? Exactement. Tout. C'est-à-dire, je vous ai décrit la science en 6 points. Donc, vous voyez, par exemple, j'ai un séminaire le 3e mercredi de chaque mois, public, gratuit, enfin voilà. Et ça se passe dans un lycée hôtelier. On teste une idée culinaire. Par exemple... alors il y a un très très grand chef qui s'appelait Édouard Nignon, qui a dit: quand on fait un beurre maître d'hôtel, il faut pas travailler trop le beurre avec les herbes, le jus de citron, le sel et le poivre, sinon ça use le beurre. Bon, je sais pas très bien ce que ça veut dire. Donc, avec des chefs présents, on a fait un beurre maître d'hôtel. On l'a divisé en 2 parties, comme ça il y avait les mêmes ingrédients. Il y en a un, on l'a travaillé 1 minute, l'autre on l'a travaillé 17 minutes. 17 minutes, je vous assure que c'est long. Un peu plus long, ouais. Et puis ensuite, on a fait un test sensoriel en aveugle, enfin ça s'appelle un test triangulaire, peu importe, mais personne n'a vu de différence. Et puis ensuite, on a regardé, on n'a pas vu de différence, et finalement, on se dit, c'est pas la peine d'aller explorer un tel phénomène puisqu'il n'existe pas. C'est comme poser la question, quelle est la couleur du manteau du Père Noël ? Je peux dire bleu si je veux, mais je peux dire rouge, je peux dire vert, puisque le Père Noël n'existe pas, il n'a pas de caractéristiques, enfin, c'est fantasmé. Et donc, il est très important en science, et en particulier... Quand on explore les phénomènes qui ont lieu quand on cuisine, il est très important de ne pas céder à ce baratin, j'allais dire technique, mais enfin justement, s'il est technique, il serait juste s'il était technique. Mais là, il est baratineur. Enfin, dans mon séminaire, après 25 ans de séminaire mensuel, c'est-à-dire 250 séminaires, j'ai fait des stats. Il y a 87% de ce qu'on a testé qui est faux. Alors, c'est un truc incroyable. On vous dit le jus de citron pour faire tenir les blancs en neige, c'est pas vrai. On vous dit l'huile dans les pâtes, c'est pas vrai. On vous dit des tas de trucs. Et on y croit parce que c'est donné avec beaucoup d'autorité. C'est des chefs triplement étoilés qui racontent ça. Et c'est faux. Et moi, je pense que ça, c'est un scandale. C'est-à-dire, je reviens à la question politique. On n'a pas le droit d'enseigner des choses fausses aux jeunes. Et donc, les enseignants, ils feraient bien de faire leur boulot, c'est-à-dire d'aller vérifier un peu avant de transmettre des informations. Parce que c'est un scandale. C'est un scandale. Mais ça, c'est un à côté de mon métier. C'est-à-dire, je ne devrais pas faire ça. Parce que la gastronomie moléculaire physique veut faire des découvertes. Et ces découvertes, on part de phénomènes culinaires pour aller explorer, dans l'espoir non pas de faire la cuisine, mais dans l'espoir de trouver quelque chose d'inattendu. Par exemple, vous voyez, il y a quelques années, il y a eu le prix Nobel qui a été donné pour les fullérenes. Les fullérenes, c'est des composés qu'on a trouvés dans la suie, mais aussi dans l'espace. C'est des molécules. Alors, par exemple, j'en prends un, sa formule, c'est C60. C'est-à-dire qu'il y a 60 atomes de carbone qui sont répartis au nœud d'une espèce de maillage en forme de ballon de football. Voilà. Bon, c'est super. On aurait pu le découvrir en gastronomie moléculaire et physique, puisque la suie, il y en a tout le temps, il y en a tout le temps en cuisine, en quelque sorte. Bon, et c'est un peu à l'affût de ça que je suis, c'est le cas de le dire. Voilà, alors ça, je vous ai dit pourquoi la science me passionne. Ça, je vous ai parlé que du première étape, mais la deuxième, faire des mesures. Faire une belle mesure, c'est quelque chose de sublime. C'est-à-dire, de temps en temps, quand je suis au labo, je me dis, tiens, aujourd'hui, je vais faire l'expérience de ma vie.
elle doit être parfaite, quoi. Et très souvent, quand je fais ça, il arrive des choses extraordinaires. Je fais des découvertes que je n'avais pas faites. Et donc, il y a une espèce de plaisir, comme si on fait de l'orfèvrerie, vous voyez. Et faire une très jolie expérience, une très jolie mesure, très propre, très bien, c'est la clé de tout le reste. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a des choses étonnantes en science. Il y a des gens qui truandent, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Notre objectif, c'est de lever un coin du grand voile. C'est pas de faire une mesure de plus. Ça pas de. Alors voilà pour le deuxième. Pour le troisième. Alors le troisième, réunir les données en équation. Ah ben ça c'est sympa. Maintenant ça pose des tas de questions parce que aujourd'hui on a beaucoup de données. Donc est-ce qu'il y a encore des équations analytiques ou pas? Donc voilà, ça c'est des questions passionnantes. Là ensuite qu'est-ce qu'on fait? Oui, chercher une prévision expérimentale fondée sur la théorie. C'est quelque chose que j'ai pas tellement pas assez réfléchi. Je sais que c'est important, je sais que je le fais, mais je ne le fais pas assez bien. Alors ensuite, donc c'est bien, parce que j'aime bien être insuffisant, parce que je me soigne après. Hein. Voilà. Alors après, il y a tester la prévision. Bon, ça, c'est encore... On repasse au labo. Et puis ensuite, on boucle à l'infini. Donc, vous voyez, tout dans la science est merveilleux pour ceux... Mais attendez, pour ceux qui aiment la science, parce que moi, j'ai un copain scientifique, un jour, il m'a dit « Ah, c'est terrible, notre métier, tu comprends, on ne sait pas ce qu'on va découvrir. » Alors, il était très... Il se lamentait. Je dis « Mais attends, change de métier. » C'est ça que j'aime, c'est justement de ne pas savoir. Mais j'ai vu au laboratoire, par exemple, une étudiante, un jour, à qui je répondais ça, qui s'est mise à pleurer. De pas savoir. Elle me dit « Qu'est-ce qu'on cherche ?» Je dis « J'en sais rien. » Si je savais, la découverte serait faite. Donc, et voilà. Et donc, il y a des gens qui sont faits pour la science, et il y en a d'autres qui ne sont pas faits pour la science. Et ils sont faits pour plein d'autres choses, mais c'est pas moins bien, c'est différent. Et vous voyez, aujourd'hui, on m'a proposé de présider le prix, enfin la branche alsacienne du prix Marius Lavey. C'est un ingénieur qui a fait un prix pour des ingénieurs. Je trouve ça super. Dans les années, au début du XXe siècle, il y avait un écrivain, un vulgarisateur qui s'appelait Louis Figuier, qui a fait des livres qui étaient des best-sellers absolus. Et il y en a un qui s'appelait Les merveilles de l'industrie. Il nous faut des ingénieurs de talent. Il nous faut absolument des ingénieurs. Et on veut pas, je ne veux pas de gens qui restent dans les laboratoires parce que c'est des poussins qui ont peur de sortir du nid. Il ne faut pas dans les laboratoires des scientifiques qui ne sont pas faits pour ça. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de poste. Donc, alors, dans l'industrie, il y a tout ça. Donc, il faut aller dans l'industrie. Et puis, il faut faire bien ça. Et je ne cesse de citer Pierre Potier, qui était un très grand pharmacien, qui à lui seul avait 95% des royalties de tout le CNRS. À lui seul. À la Maison de la Chimie, il offrait des banquets à 600 personnes. Et c'était vraiment un bonhomme extraordinaire. Et tout ça parce qu'il avait une grande intelligence technologique. Et en particulier, c'est lui qui a trouvé le taxotère. Il l'a trouvé de façon... Enfin, je peux vous raconter l'histoire, elle n'est pas longue. Mais en gros, des cancérologues américains avaient découvert dans le tronc des ifs, les arbres, un composé qui s'appelle le Taxol. Bon. Mais pour soigner les cancers du sein aux États-Unis, il aurait fallu abattre tous les ifs de la côte Est. Et les mouvements conservateurs, enfin les écolos, on va dire, s'opposaient bien évidemment à ça. Et Pierre Potier, je me souviens, je l'ai vu dans mon bureau, il m'a dit, tu sais Hervé, il n'y a pas qu'à moi qu'il l'a dit, mais moi il me l'a dit en particulier, il a dit, tu vois, si le Taxol est dans le tronc, c'est qu'il a été synthétisé par l'arbre. Alors, la synthèse, elle se fait dans les feuilles. Mais les feuilles, alors c'est des aiguilles pour l'if, mais les feuilles, elles tombent, mais elles sont renouvelables, elles. Et donc, ils ont mis des bâches, enfin des grandes couvertures sous les ifs de l'allée qui mène au centre de chimie des substances naturelles à Gif-sur-Yvette. Ils ont récupéré les aiguilles. En une étape d'hémisynthèse, ils avaient fait le taxotère. C'est éblouissant d'intelligence technologique. Et c'est ça qui fait qu'il nous faut des gens comme ça. Il nous faut des gens qui sont passionnés par ce travail. Et il y en a, donc c'est bien, mais il faut encourager les ingénieurs
à être ingénieur. Et c'est un très beau métier. Et justement, on essaye de faire passer cette idée du coup à travers cet épisode. Et du coup, donc cette fameuse deuxième question, quelle application industrielle ou sociétale d'une recherche voudriez-vous voir advenir ou au contraire ne jamais arriver ? Bon, il y en a plein. Enfin, tout ce qui nous simplifie la vie et qui nous la rend meilleure, c'est utile. Donc, quand je pense... Vous voyez, je prends un exemple. Les plantes... Les plantes, elles ont donc un tronc qui absorbe la sève brute, c'est-à-dire de l'eau et des minéraux, enfin des ions minéraux, qui montent ça dans les feuilles. Et dans les feuilles, par la photosynthèse, alors il y a des tas de choses qui se passent, mais en particulier, il y a la synthèse, par exemple, des sucres et des acides aminés. Alors les sucres, c'est les 3 sucres essentiels dans une carotte, dans un navet, il y a glucose, enfin des glucoses, des fructoses et saccharose. Bon, saccharose, c'est le sucre de table. Et puis, il y a des acides aminés. Et puis ça, c'est redescendu dans la sève élaborée. Et ensuite, ça va dans... Alors, il n'y a pas que ces composés-là, mais ça redescend. Et puis, par exemple, une carotte, c'est plein de sucre et plein d'acides aminés parce que c'est redescendu. Et puis, c'est un organe de stockage. Hein. Les racines, c'est un organe... Voilà. Et donc, quand je dirigeais la première thèse sur le bouillon de carotte... en face de moi, il y avait du gazon. Mais le gazon, c'est une herbe, donc il y a de la photosynthèse. Donc dedans, il y a des sucres, des acides aminés. Est-ce qu'on ne pourrait pas nourrir des populations qui ont faim avec des procédés membranaires? Vous voyez, voilà une réponse. Alors après, moi j'ai proposé... Alors, je reprends, en 1980, j'ai introduit 2 choses. Le nom a été donné plus tard, mais la gastronomie moléculaire physique, qui est une activité scientifique, voilà. Et puis la cuisine moléculaire. À l'époque, la cuisine, c'était fait avec des fouets, des casseroles, des machins. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas prendre des matériels, des laboratoires pour faire quelque chose d'efficace, voilà. J'ai appelé ça plus tard cuisine moléculaire. Bon, tout va bien. Mais en 1994, j'ai eu une autre idée et que j'ai appelée cuisine de synthèse, ou la version culinaire cuisine note à note. L'idée, c'est de dire, une carotte, un navet, une pomme de terre, une viande, peu importe, c'est jamais qu'un assemblage de composés. Alors les gens vont dire composés chimiques, mais ça, il suffit de dire composés, organisés d'une certaine façon. C'est-à-dire que dans une carotte, il y a des cellules. Ces cellules, c'est des petits sacs limités par des composés qui s'appellent des phospholipides. Par exemple, il n'y a pas que ça, mais voilà. Et puis, il y a une paroi végétale, il y a des piliers de cellulose, et entre, il y a des cordages de pectine. Je simplifie, mais vous voyez, il n'y a que des composés. Et puis, ce qui fait vivre la cellule, c'est des composés. Je rêve de la découverte, je ne sais pas si elle est scientifique ou technologique, mais je rêve de voir de mon vivant la synthèse d'une cellule vivante, entièrement, de novo. Ça vraiment, je veux voir ça. Et on n'est pas loin, donc c'est super. Bref, et donc, vous voyez, si une carotte s'est faite composer, d'abord, on peut séparer ces composés, donc ça, on sait le faire. On broie, et puis on filtre, et puis bref, on y arrive. Mais après, ayant les composés séparés, c'est-à-dire que si vous avez dans des petits bocaux devant vous des glucoses, des fructoses, du saccharose, les 20 acides aminés, des protéines, des machins, vous faites la cuisine avec. Et c'est ça que j'ai appelé la cuisine de synthèse. Alors en 1994, quand j'ai introduit ça, j'ai reçu des lettres de menaces de mort. Mais à l'époque, rien que le penser, c'était intolérable. C'est-à-dire que je me vois encore écrire la phrase, c'était dans Scientific American, dans un article, je rêve du jour où nous composerons, enfin c'était pas exact, où nous ferons la cuisine avec des composés. Je l'ai pas dit comme ça, mais c'était ça que ça disait. Et à l'époque, je me disais, oh non, je peux pas écrire des trucs pareils. Même moi chimiste, je pouvais pas admettre. Et puis, aujourd'hui, je ne comprends même plus pourquoi j'avais cette réticence. Mais je sais que les gens que je rencontre, ils ont cette réticence. Je me souviens d'une conférence à Glasgow, à des chefs... alors, je ne sais pas si Glasgow est en Écosse ou en Irlande. Enfin, ça doit être en Écosse. Mais, non, mais ça ne m'intéresse pas, ça. Et il y avait un chef sur la gauche qui était furieux
Il disait, c'est pas des aliments. Alors je dis, mais attendez, les aliments, c'est des trucs qui nourrissent, donc ça va nourrir. C'est pas des vrais aliments. Alors je dis, mais c'est quoi des vrais aliments? Et vous voyez, ça, c'est une question... alors maintenant que j'ai bien acclimaté, au moins pour moi-même ça, évidemment, je pense à qu'est-ce qu'il y aura après. Alors je pense qu'il y aurait un truc marrant qui serait la cuisine neuronale. C'est-à-dire, on sait mettre des pensées dans le crâne d'un rat. Est-ce qu'on ne pourrait pas, avec une sorte de casque, introduire des goûts? C'est-à-dire qu'on découplerait ce qu'on mange, c'est-à-dire la perception du goût, et ce qu'on mange vraiment en tant que produit physique. Cuisine neuronale, alors voilà. Mais je ne travaille pas dessus. Hein. De toute façon, la cuisine, ce n'est pas mon métier, donc ça ne m'intéresse pas en vrai. Moi, vous n'oubliez pas que mon seul objectif, c'est, profitant de l'étude de phénomènes culinaires, il faut que je fasse une découverte. Et ça, c'est plus compliqué. Pardon, je fais des réponses un peu longues. Mais ne vous inquiétez pas. C'est très clair et ça nous permet aussi de voir tout le contexte dans lequel vous avez travaillé. Et comme on parlait un peu d'émerveillement, j'aurais voulu poser une question à tous les deux. Quand j'étais petite, comme je suis bretonne, ma maman, elle m'a appris à faire les crêpes sur la biligue ou la crêpière. Ou les galettes? Les crêpes de blé noir. Ah, c'est les galettes alors? Ah oui, enfin, il y a des guerres. Oui, voilà, il y a des guerres. Donc je suis dans la partie de la Bretagne tout au bout où on dit crêpes de blé noir. Et donc on apprend, j'ai appris à les faire petites, donc sur la biligue pour les bretonnants ou la crêpière pour les non-bretonnants. Et donc quand la crêpière est chaude, les gouttes d'huile glissent sur la biligue. Donc j'ai appris bien plus tard que c'était le phénomène Leidenfrost, mais j'étais émerveillée et j'adorais faire des crêpes juste parce qu'il y avait ces petites gouttes d'huile. Peut-être pour les manger aussi, non? Aussi. Ah, bretonne oblige, oui. Mais je crois qu'en fait c'est la première émotion scientifique dont je me souviens. Et voilà, vous deux, Pauline, Monsieur Thys, quel phénomène scientifique vous a peut-être mené vers les sciences, et est-ce qu'il y en a un? Je commence. Je pense que c'est un petit peu lié à ce que tu as dit, Léa. Moi, c'était de voir dans la cuisine, forcément, du coup, quelqu'un de ma famille qui met quelque chose dans le four, par exemple du pain, et de voir que ça se transforme et que ça va forcément se lever, et de se dire que plus tard, en fait, j'ai compris, c'était de la fermentation des levures qui faisait cette réaction. Donc, en fait, je pense que c'est effectivement un peu un émerveillement, qu'on peut voir en fait tout simplement tous les jours et qui peut être l'une des premières réactions qu'on peut observer. Moi j'ai deux réponses à vous donner. Je commence par la deuxième qui est pas, ça m'a pas conduit à la science, mais ça a un rapport avec vos crêpes ou vos galettes, parce que j'ai été crêpier à Bénodet pendant un été, et j'étais chargé non pas de faire les crêpes sur le bilic ou la bilic, mais plutôt j'étais chargé d'ouvrir les huîtres, de mettre le cidre en bouteille, de faire cuire les langoustines, etc. Mais surtout de faire la pâte à crêpes, soit de framant, soit blé noir. Et donc, c'était des grandes quantités, donc je me mettais torse nu, et après m'être lavé, bien évidemment. Et donc, j'avais une espèce de grande bassine en plastique, et dedans, je mettais la farine de blé noir, moitié eau, moitié lait, c'était leur recette à eux. Et donc, je prenais la pâte, j'avance les mains, je prenais par en dessous, je soulevais, et je faisais cloquer. Et les crêpières me disaient, c'est quand tu fais cloquer beaucoup que la crêpe n'attache pas au bilic. Et c'est une phrase qui m'est restée. Je savais qu'il fallait que je fasse cloquer, ça allait bien, je le faisais, mais est-ce que c'était vrai dans le fond? Et alors finalement, il y a quelques années, au Salon de l'Agriculture, j'ai fait un séminaire public, et donc on a fait la pâte à galette, sarrasin, et on a divisé en deux. Une moitié, on l'a fait juste mélanger, et l'autre moitié, on a pris un batteur électrique et on a fait cloquer en quelque sorte beaucoup plus. Et ensuite, on a cuit ensemble, de la même façon, et c'était spectaculaire la différence. Et donc oui, je ne sais pas si ça se décolle plus facilement, je sais que le résultat, il est bien mieux, parce qu'il y a plein de bulles d'air qui rentrent, on ne les voit pas, elles sont présentes. Et ça, c'est le même type de phénomène que celui qu'il y a quand on fait une crème anglaise. Au début, on dit qu'il faut faire le ruban, c'est-à-dire qu'on bat les jaunes
avec le sucre, ça devient blanc. Mais ce que les gens ne savaient pas avant que je regarde au microscope, c'est qu'en réalité, on fait une mousse de jaune. On fait un jaune en neige, en quelque sorte. Et c'est pour ça que ça blanchit. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui m'a fait tomber dans la science ? Enfin, je vous ai déjà dit que c'était l'autre chose qui se troublait, mais en vrai, qu'est-ce qui m'a fait tomber dans la gastronomie moléculaire et physique ? C'est quelque chose qui s'est passé le 16 mars 1980. J'étais à la maison, j'avais les copains qui venaient régulièrement, enfin c'était la bande des 4 du radiateur, on était à l'ESPCI et il y avait 4 copains, on était censé réviser les partiels, donc ils venaient à la maison et moi je faisais à manger pendant qu'on était censé travailler. On n'a jamais travaillé. Alors, ce 16 mars 80, je voulais faire un soufflé au roquefort et il y avait une recette des fiches L. Et donc soufflé roquefort, donc on met du beurre avec de la farine, on chauffe doucement, ça fait ce qu'on appelle un roux, on ajoute un peu de lait, ça fait une espèce de sauce blanche. Bon, on attend, enfin bref, on met les jaunes d'œufs dedans, on bat les blancs en neige séparément, et puis ensuite on mélange tout et on fait cuire. Et là, dans la recette, il y avait marqué d'ajouter du roquefort, donc c'est quand même pas compliqué. Je fais la recette et puis au bout d'un moment il y avait marqué mettez les jaunes d'œufs 2 par 2. Alors je me dis 2 par 2 ça doit être ces trucs idiots de grand-mère, n'importe quoi, donc je mets les jaunes tous ensemble et le soufflé est raté. Et la fois suivante, donc le 23 mars 80, les copains revenaient, je me suis dit j'étais vexé par mon soufflé raté, je vais le refaire. Et là je revois cette phrase et je me dis tiens, c'est la seule chose que j'ai changée. Je me dis, mais dans le fond, 2 par 2, ça n'a pas de sens. Mais si, au lieu de mettre tous ensemble, je mets 1 par 1. J'ai même pas, vous voyez comment je suis bête, c'est-à-dire que j'ai même pas essayé de comprendre. Mais à l'époque, on ne comprenait pas la cuisine. Personne ne comprenait la cuisine. Donc j'ai mis 1 par 1 et le soufflé était réussi. Et le 24 mars, je suis resté à la maison, je ne suis pas allé bosser. J'ai ouvert un cahier et j'ai dit maintenant je vais collectionner et tester avec mon labo que j'avais à la maison, je vais tester toutes ces phrases. J'en ai 25 000 maintenant. Il n'y en a pas un millionième qui a été testé. Il y en a très peu qui ont été testés. Tout reste à faire. Il y a plein de questions ouvertes. Où il faudrait faire la chose. Et c'est pour ça que tous les mois, je fais ce séminaire où on en teste 1, 2, 3, et puis on a des surprises. Voilà. Et donc ça a été... Alors, donc je faisais ce travail tout seul dans mon labo, sans en parler beaucoup, sauf que j'étais remuant, j'étais un étudiant très remuant, donc les gens le savaient, et puis je sais pas, je distillais dans les caves de l'ESPCI parce qu'il y avait un copain qui était breton qui me ramenait du cidre alors qu'il faisait du calvin. Donc, mais il faut pas le dire des trucs pareils. Enfin bref, j'ai été remuant. Et donc ça s'est su. Puis les physiciens de l'école normale m'ont invité à faire un séminaire. Et puis surtout en 1986, il y a une amie qui m'a dit tiens, je connais quelqu'un en Angleterre qui fait pareil que toi. Ah bon ? Alors j'ai dit mais c'est qui ? Alors je l'ai appelé immédiatement. Le gars s'appelait Nicolas Curti, il était prof à Oxford de physique. Et je me souviens de ce coup de téléphone, dans la minute on est devenus amis. Mais il m'a dit je viens te voir à Paris la semaine prochaine. Alors je dis vous allez pas, je le connaissais pas le gars, vous allez pas venir à Paris. Ah si c'est très important. Rendez-vous. Alors c'était chez Maître Paul rue Racine pour manger une poule au vin jaune et au mori. Et on était amis, c'est-à-dire que quand je faisais une manip à Paris, il la reproduisait à Oxford. Quand il faisait une manip à Oxford, je la reproduisais à Paris. Et on a fait ça pendant des années. Et puis ensuite on a organisé des workshops internationaux. Et puis, il avait 50 ans de plus que moi. Et on était deux écoliers, quoi. C'était super. On sait maintenant d'où vient cette envie de création de la gastronomie. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette... Et j'ai une manip devant moi, vous voulez pas justement, nous allons fasse parfaite transition, ouais. Exactement. Alors, voilà, c'est une manip que j'aime bien, c'est parce que j'ai du permanganate de potassium. Le permanganate de potassium, c'est un composé super que j'ai depuis que je suis petit. Donc, une poudre violette. Alors, il est super. J'en prends une pincée, ça suffira. Je le mets dans de l'eau. Voilà, c'est dans l'eau. Et puis, on va touiller. Et si on touille, ça devient une solution violette. Tiens, c'est pas très violet. Pourtant, j'en ai mis pas mal quand même. J'en mets un peu plus pour que ça soit plus visible. Voilà. Voilà. Là, il y en a beaucoup. Là. Voilà. C'est très jolie couleur. La pourpre impériale, on disait dans le temps.
Tiens, je vais touiller beaucoup parce que après, ça salit les lavabos quand on s'en débarrasse. Voilà, très jolie couleur. Alors ça, c'est un composé qui est oxydant. Oxydant, on s'en servait dans le temps pour les plaies. Hein. On mettait ça, une solution sur les plaies pour désinfecter. Hein. Parce que c'est très oxydant, ça tue les bestioles. Hein. Donc, les bestioles, les micro-organismes. Voilà, alors on a ça. Voilà. Et alors pourquoi est-ce que j'ai mis du permanganate? Parce que je voulais une solution oxydante. Parce qu'on nous dit... Alors, c'est les baratins habituels. Hein. On nous dit que la vitamine C, c'est un antioxydant. Bon. Alors, d'abord, est-ce que c'est vrai? Bon, alors on fait l'essai. Hein. Faire l'essai, c'est pas compliqué. On met un peu de vitamine... Alors, vitamine C, le vrai nom, c'est acide ascorbique. Hein. Enfin, c'est L plus acide ascorbique. Alors, on va en mettre un peu, et puis on va bien voir. Oui. Alors, c'est en solution aqueuse, ça ne va pas exploser. Donc voilà, je l'ai mis... il ne se passe rien pour l'instant. Je vais touiller et hop, impressionnant. C'est devenu clair. C'est super. Voilà. Alors, donc oui, la vitamine C est un composé réducteur. Pas toujours d'ailleurs, mais ça dépend. Mais là oui, dans ces conditions-là oui. Et donc, s'il y a des composés oxydants dans les aliments qui ne sont pas bons pour la santé, avec la vitamine C, ça peut lutter contre. Alors, ce qui est plus intéressant, mais on ne peut pas le faire maintenant, c'est qu'on nous baratine en nous disant « Oui, mais si vous cuisez les aliments, la vitamine C est détruite. » Oui. Bon. Alors, je ne peux pas faire la manip, mais je peux vous décrire l'expérience. J'étais en train de faire un cours de communication scientifique aux élèves d'Agro-Paritech, de l'agro, quoi. Et j'ai fait cette expérience. Et puis ensuite, je leur ai dit, mais si on le chauffe, est-ce que ça... Voilà. Donc j'avais une casserole, j'avais un réchaud, j'ai mis de l'eau, j'ai mis de la vitamine C, enfin de l'acide ascorbique, et j'ai chauffé. Et puis j'ai continué mon cours. Et puis au bout d'un moment, il y a un élève qui me dit « Ah, monsieur Otis, ça fume !» Alors j'avais oublié mon truc, l'eau s'était évaporée, c'était marron à l'intérieur. Je me dis « On va quand même le tester !» Et bien ça a quand même décoloré. Et donc, en vrai, je crois qu'il y a pas mal de baratins nutritionnels sur les ondes. Hein, on nous dit n'importe quoi. Et en plus, c'est idiot parce que, vous voyez, antioxydant. Vous prenez un composé qui s'appelle on va prendre par exemple l'orthodiphénol. L'orthodiphénol, donc vous avez un groupe aromatique, enfin, benzène on va dire, et puis vous avez deux groupes hydroxyles avec oxygène et hydrogène. En position ortho. Moi, je n'explique pas pourquoi. Ce composé, c'est un très bon antioxydant, mais il est super toxique. Donc, antioxydant, ça ne veut pas dire bon pour la santé. Et de toute façon, bon pour la santé, c'est idiot, parce que si c'est bon pour le cœur, ça va être mauvais pour le rein, enfin, et vice-versa. La panacée, ça n'existe pas. Donc, arrêtons avec ce genre de truc. Il y a des choses utiles. Et d'ailleurs, s'il y a un médicament, il y aura sans doute des effets secondaires. Oui. Et parfois, c'est désastreux. Par exemple, on a eu beaucoup d'espoir contre le cancer du sein avec ce qu'on appelle les SERM, qui étaient des modulateurs, des récepteurs. Eh bien, l'industrie pharmaceutique a voulu construire donc des SERM, c'est-à-dire des composés qui étaient à la fois... Parce que souvent, les antitumoraux pour le sein sont mauvais pour les ovaires. Donc, on a voulu des composés qui étaient bons pour les deux. Ça marchait séparément, mais en études cliniques, ça n'a pas marché. Et ça, c'est terrible, ça. Il faut y arriver. Il faut qu'il y ait des gens de talent pour arriver à ça. Enfin, il y a des gens qui souffrent, il faut les aider. Il faut trouver des médicaments. L'industrie pharmaceutique, c'est un truc très important. Enfin, je n'ai pas besoin de le dire. Oui. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette expérience. Et on va passer à notre première partie, qui est liée, du coup, à la discipline scientifique de la gastronomie moléculaire et physique. Justement, pour poser les bases, serait justement de commencer par une définition. C'est très clair, c'est très facile. Explorer les mécanismes des phénomènes qui ont lieu quand on cuisine. On fait un soufflé, ça gonfle, pourquoi ça gonfle ? Effectivement, c'est des bonnes questions, parce qu'en fait, c'est surtout de se dire qu'il y a, le public confond surtout avec du coup la cuisine moléculaire. Absolument. La cuisine moléculaire, la définition est également très claire. C'est cuisiner avec des matériels venus des laboratoires de physique, de chimie, de biologie.
Eh bien, c'est très clair. On a au moins la belle définition pour commencer cet épisode. On en a déjà un peu parlé de votre collaboration avec Nicolas Curti. Et on a un peu enquêté sur vous. Donc, on a vu que vous aviez passé votre doctorat en 1995 sur en fait, le domaine que vous aviez créé avec votre collaborateur, donc sur la gastronomie moléculaire et physique. Et en fait, comment s'est fait ce passage, justement cette présentation et votre entrée c'est un peu le titre de la recherche, même si en fait vous en faisiez déjà. Là, en fait, le nom gastronomie moléculaire... Pardon. Moi, je faisais de la gastronomie moléculaire physique sans le nom depuis 1980. Oui. J'ai rencontré Nicolas Curti en 1986. Il faisait la même chose que moi sur le versant plus physique. Et en 88, c'était rue Férou à Paris, dans les locaux de la Revue pour la Science. Nicolas était venu me voir et puis je lui ai dit « Tiens, mais on a une activité scientifique particulière, il faut donner un nom ». J'ai proposé gastronomie moléculaire et Nicolas a insisté pour mettre et physique parce qu'il était physicien et il pensait qu'il fallait les deux. Bon. Et puis en 89, on s'est dit tiens, on pourrait organiser un colloque sur ça parce qu'il y a on savait qu'il y avait quelques personnes qui étaient intéressées par cette activité. Donc on a créé en 1992 à Erice, donc au Centre de culture scientifique Ettore Majorana, là où il y a des écoles de physique fondamentales, on a créé le premier workshop de gastronomie et physique. Et là, pour arriver à décider le centre de nous accueillir, j'avais fait venir Pierre-Gilles Lejeune, prix Nobel de physique. Bon. Mais en même temps, je connaissais bien Jean-Marie Laine, prix Nobel de chimie, et Jean-Marie m'avait forcé à accepter un laboratoire au Collège de France. C'est-à-dire que moi, j'avais mon labo à la maison. Je l'ai toujours. Mais un jour, Jean-Marie Laine m'a dit « Est-ce que tu veux un labo au Collège de France ?» Et j'ai dit « Non, j'ai le mien, tout va bien. » Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une télévision japonaise qui est venue, parce qu'elle voulait me filmer, voilà. Parce que le colloque de Sicile avait été un très gros succès. Et mes enfants étaient tout petits et ils marchaient à quatre pattes dans les câbles de la télé. Mon épouse n'en pouvait plus. Elle a dit « Je veux plus de télé à la maison. Rappelle Jean-Marie Laine et accepte ce labo. T'emmèneras tes télés là-bas. » Alors j'ai appelé Jean-Marie Laine. Voilà. Et puis j'ai eu ce labo au collège. Mais en même temps, Guy Ourisson, c'était le grand chimiste de Strasbourg. Un personnage très extraordinaire qui était président de l'Académie des sciences, m'a dit « Hervé, il faut que tu passes une thèse. » Alors je lui dis « Mais ça ne me sert à rien. Je fais mes manips. Oui, mais enfin quand même. » Alors je dis « Bon, d'accord. » Alors j'ai réuni mes résultats, parce que j'en avais beaucoup, que je présentais en séminaire à gauche et à droite. Et puis j'ai fait un document qui faisait, je sais pas, 500 pages, j'en sais rien. Et puis c'est après que ça a été plus compliqué parce qu'il a fallu que je m'inscrive en thèse. Alors je suis allé à Paris 6, à l'université Paris 6, à l'époque, maintenant ça doit s'appeler PSL, je suppose. Exactement. Et puis là, j'avais pas le droit d'être mon propre directeur de thèse, ce que j'étais. Alors j'ai appelé Pierre Potier en disant « Pierre, est-ce que tu veux être mon directeur de thèse ?»« Ouais, pas de problème. » Il n'avait pas lu le document, il n'avait rien fait. Et puis, évidemment, dans le jury, puisque j'avais Pierre-Gilles Lejeune et Jean-Marie Laine qui étaient des amis, ils sont venus dans le jury. Puis il y avait Georges Bram qui était un très bon chimiste organicien. Puis voilà. Et puis j'ai même invité un cuisinier, Christian Conticini, et ça s'est fait à l'ESPCI. Donc c'était un événement parisien. Il y avait 400 personnes dans la salle. Mais c'était très frustrant parce qu'il n'y a pas eu de débat scientifique. C'est-à-dire... quand Pierre-Gilles Lejeune a ouvert la bouche, tout le monde s'est mis à applaudir. Alors qu'il a dit des choses pas justes. J'étais frustré de ne pas pouvoir répondre, mais peu importe. C'était pas ça l'enjeu, quoi. Et puis le président de l'INRA m'a proposé un labo à l'INRA. Je lui ai répondu non, j'ai déjà mon labo à la maison, le labo au collège. C'est très très folklore, quoi. Alors que c'était sérieux. Et j'ai un peu honte de ma thèse aujourd'hui parce que je pense qu'elle ne montre pas le bon exemple. C'est-à-dire que vous voyez, je suis très... Moi, j'ai jamais eu de professeur. J'ai jamais écouté un prof. J'ai toujours fait tout seul. Et de ce fait, j'ai fait toutes les fautes scientifiques qu'on peut faire. Par exemple, dans le temps, quand j'exprimais, par exemple, une incertitude sur une mesure, je mettais le minimum et le maximum. C'est pas bien, parce que en réalité, ça ne donne pas une vraie...
une bonne vue de l'estimation de l'incertitude, et il vaut mieux un écart type. Mais voilà, j'ai mis du temps. Je suis très lent, donc je fais des erreurs et je me corrige. Mais une fois que c'est acquis, ça va. Donc j'ai fait beaucoup d'erreurs. C'est pas grave. Ma thèse, elle vaut rien. C'était juste un jalon. Enfin, et voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, plein d'anecdotes. Et justement, donc vous l'avez dit, votre collaborateur Nicolas Curti était plutôt côté physique, d'où l'ajout... Mon collaborateur, mon ami. Exactement. Était du coup plutôt côté physique, d'où l'ajout de physique dans gastronomie moléculaire et physique. Enfin, pas seulement, c'est aussi moi, j'aime beaucoup la physique. Oui, hein. oui. beaucoup. Mais la question est la suivante, est-ce que, selon vous, on peut être justement scientifique en gastronomie en gastronomie moléculaire et physique, et ne pas être physico-chimiste ? La gastronomie moléculaire et physique cherche les mécanismes des phénomènes. Bon, alors, il y a des gens qui sont plutôt biologistes, qui vont s'intéresser à des fermentations, des choses comme ça. Moyennant quoi, aujourd'hui, la biologie, elle est quand même moléculaire. Donc, ils sont pas ces gens ne se disent pas chimistes, ils se disent biologistes, mais en vrai, la frontière est quand même ténue. Hein. Enfin, il n'y en a pas, d'ailleurs. Hein. Donc, je ne sais pas bien. Et puis, il n'y a qu'un truc qui compte, c'est chercher les mécanismes des phénomènes. Donc, peut-être même, on pourrait faire des sciences de l'humain et de la société. Parce que, vous voyez, je vais prendre un exemple. On vous dit, on vous disait, les femmes qui ont leurs règles font tourner la mayonnaise. Et je ne rigole pas en le disant. J'ai vu une inspectrice de l'éducation nationale à une conférence que j'organisais au Collège de France devant, je pense qu'il y avait le ministre, et en tout cas, il y avait le recteur, et qui a dit ça. Elle a dit, moi, je rate la mayonnaise quand j'ai mes règles. Bon. J'ai fait la manip, c'est-à-dire que j'ai demandé à une femme de me montrer qu'elle avait ses règles, enfin, de pouvoir établir qu'elle avait ses règles, et ensuite de faire une mayonnaise qui n'a pas tourné. Voilà. Nicolas Curti, d'ailleurs, était opposé à cette expérience. Il m'a dit, Hervé, tu ne devrais pas faire des trucs pareils. Alors, je dis, mais pourquoi il suffit d'une règle générale, il suffit d'un cas négatif pour l'abattre. Donc je pensais et je pense toujours que c'était très important de faire cette expérience parce que maintenant, on peut dire, il n'est pas vrai que. Voilà. Enfin, je reviens à cette affaire. Vous voyez, c'est pour la question maintenant qu'on a réfuté cette idée, c'est pourquoi est-on arrivé à dire des choses fausses. Et je reprends mon séminaire, il y a 87% des choses fausses testées. Pourquoi des gens bien ont-ils été dire et écrire des choses fausses? C'est vraiment très intéressant. Et pour ça, il n'y aura pas de physico-chimie. On a fait le boulot de vérification expérimentale, et maintenant, il faut comprendre. Alors, après, on peut essayer de comparer des choses équivalentes. Par exemple, en Angleterre, cette histoire sur les mayonnaises n'a pas cours. En revanche, on dit les femmes qui ont leurs règles ne peuvent pas saler le jambon. Sinon, il pourrit. Vous voyez, c'est le même type on sent que c'est le même type d'idée. D'où est-ce que ça sort? Je ne sais pas, mais il y a besoin d'être intelligent et pas physico-chimiste pour aller poursuivre l'exploration. Et je pense que l'exploration, elle est utile différemment. Hein. Il y a deux questions. Il y a la question, mon activité qui est physico-chimique parce que je voudrais faire une découverte du point de vue physico-chimique, et puis la compréhension des phénomènes qui, elle, n'a pas de frontières disciplinaires. Exactement. Et justement, comme vous l'avez créé, cette discipline, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un parcours type pour les personnes qui nous écoutent pour justement s'intéresser à cette discipline Alors, prenons donc aujourd'hui les gens qui vont faire des études de sciences et technologies, on va dire. Technologie, c'est les ingénieurs, science, c'est la science. En général, ils viennent soit de l'université, soit des grandes écoles. On va dire ça comme ça. Donc le parcours, il est fléché. Il y a une licence, ensuite il y a un master, et ensuite il y a si on veut faire de la science, il y a un parcours qui est fléché, licence, master, thèse, et puis ensuite peut-être postdoc, ou il faut trouver un poste, quoi. C'est ça la question. Donc, en général, c'est des enseignants-chercheurs. Mais on peut aussi penser à des chercheurs à l'INRAE, par exemple. Donc, voilà. Ou au CNRS, ou ailleurs. Et puis, si on est ingénieur, dans le fond, on fait une école d'ingénieur. On peut faire
thèse. Mais oui. Et puis ensuite, même parcours, enfin, c'est la même chose, oui. D'accord. Oui. Parfait. Mais souvent, les gens font, par exemple, de l'enseignement supérieur en même temps. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, dans notre colloque, là, je reviens du 15e workshop international de gastro-oculaire, il y avait beaucoup de mes collègues qui étaient beaucoup plus impliqués que moi dans l'enseignement. D'accord. Oui, tu faisais... Et puis il y en avait quelques-uns qui faisaient de la recherche, qui sont chercheurs, pas d'enseignement. Moi, je ne devrais pas faire de l'enseignement. Hein. Je le fais parce qu'on me demande, mais normalement, je suis chercheur INRA. Hein. Voilà. Exactement. Et justement, pour un peu approfondir au niveau des recherches, est-ce que vous pouvez nous parler d'une ou deux de vos recherches en tant que scientifique ? Enfin, quelle caractérisation vous utilisez, par quelle approche vous passez et comment en fait on peut passer d'une transformation culinaire à une équation avec un exemple concret par exemple. Alors, je vais prendre deux exemples, mais le premier exemple, c'est sur le soufflé, parce que c'était l'acte fondamental. J'ai dû faire 300 soufflés pour comprendre pourquoi les soufflés gonflaient. Dans le temps, on disait les soufflets gonflent parce que les bulles d'air se dilatent à la chaleur. Et j'avais très vite fait la réfutation de cette idée, qui était publiée, cette théorie qui était publiée à l'époque, en écrivant l'équation des gaz parfaits. C'est un truc qu'on apprend en thermodynamique facile. Et on montre que le gonflement pourrait être de 30% maximum. Et donc, j'ai essayé de mesurer la température dans le soufflet, la pression dans le soufflet. Alors là, les matériels, c'est facile. Par exemple, la température, un thermocouple, ça suffit. Bon. Donc un thermocouple, si vous prenez un fil de cuivre, un fil de fer, vous les soudez au chalumeau, le bout, si vous le mettez dans le soufflet, les deux autres pattes des fils, vous mesurez un courant électrique et ça vous donne la température. Ça s'appelle un thermocouple. Bon. Donc ça, j'ai fabriqué mes thermocouples, j'ai mesuré d'un soufflet. Très facile. La pression, c'était plus dur, je me suis pas mal brûlé. C'est pas pour les soufflets, mais c'est pour les frites. Mesurer la pression d'une frite, c'était dur. Mais en gros, je m'étais fabriqué un petit système où il y avait... je prenais une pipette Pasteur, c'est une pipette effilée, je la mets à l'intérieur de l'aliment, et puis je relie cette pipette Pasteur à un tube en U que depuis tout petit je souffle le verre. Je me suis brûlé, j'ai encore mal aux doigts tellement ça, je me suis brûlé. Mais vous mettez un tube en U, puis vous mettez de l'huile dedans, et la pression va pousser l'huile, et vous mesurez un dénivelé, et crac, vous avez alors vous étalonnez votre truc et ça va très bien. Donc voilà. Donc vous voyez, le matériel, il n'est pas difficile. Pour étudier, par exemple, les mayonnaises, un microscope, c'était très bien. Mais il faut se rendre compte qu'à l'époque, par exemple, j'ai fait une conférence Ben Ezra à Strasbourg. Conférence Ben Ezra, c'est la grande conférence scientifique de Strasbourg. Je pense que c'était en 82 ou 84. Les gens m'ont interrogé, je montrais une image de mayonnaise au microscope, ils m'ont dit, mais t'es sûr que c'est une émulsion huile dans eau ? Je dis, oui, j'avais coloré au rouge Congo mon huile. Enfin, je sais faire ça depuis, comme je respire. D'abord, je savais faire mes expériences bien avant de rentrer à l'ESPCI. Et puis ensuite, à l'ESPCI, on a 4 ans de TP. Donc, c'était super. On construit des lasers, on fait des trucs extra. Alors, voilà des matériels. Alors, ensuite, plus tard, après 2000, quand je suis rentré à l'INRAE, il se trouve que en 2004, il y avait des travaux au Collège de France, donc j'ai déménagé le labo à AgroParisTech, qui était rue Claude Bernard. Et là, Jean-Marie Laine m'a dit, est-ce que tu veux emporter la RMN ? Alors, résonance magnétique nucléaire. Donc, c'est une RMN 300 mégas. Donc, j'ai dit, volontiers. Et donc, j'avais une RMN à moi. À moi. Et donc, les thèses ont beaucoup utilisé la RMN d'abord parce que c'est une technique analytique que je trouve absolument fascinante. C'est-à-dire, la résonance magnétique nucléaire, c'est tout simple en principe. Vous avez un gros aimant, vous mettez un échantillon dedans, ça peut être de l'eau, ça peut être de l'éthanol, peu importe, et avec un aimant perpendiculaire au premier, un solénoïde, c'est-à-dire un électroaimant, vous mettez un petit courant, et il se passe des trucs, je ne rentre pas dans le détail, vous attendez un peu, et le solénoïde, maintenant, va recevoir du courant, vous l'amplifiez, et vous voyez les atomes dans les molécules. Et ça, c'est éblouissant. C'est d'une élégance absolument folle. D'abord, c'est une méthode de résonance. Quand on veut quelque chose de précis en science, on cherche une résonance, toujours.
Et donc, j'ai beaucoup utilisé la résonance magnétique nucléaire en inventant même une technique que j'ai appelée in situ. C'est-à-dire, dans le temps, il fallait un échantillon, il fallait le lyophiliser, le mettre dans un solvant deutéré. Moi, je ne fais plus ça. J'ai trouvé un petit système où je prends un petit capillaire, je mets de l'eau deutérée dedans, et puis plus une référence. Et donc, en 10 minutes, j'ai le résultat où on mettait 5 jours. Et ça nous... Alors, voilà, ça m'amuse beaucoup. mais j'aurais tendance à dire que je ne suis pas une personne d'une technique. C'est-à-dire que moi, j'ai un problème, et quand j'ai un problème, s'il faut double décimètre, je prendrai un double décimètre. S'il faut un synchrotron, je prendrai un synchrotron. C'est la question qui s'impose. C'est très intéressant en tout cas de connaître un petit peu comment vous pouvez faire. Et justement, vous en avez un petit peu parlé en introduction, et on pose souvent la question quand on reçoit justement des doctorants, post-doctorants ou chercheurs. Comment financez-vous vos recherches? Comment vous priorisez vos questions que vous ça, posez? c'est deux questions différentes mais très difficiles. Voilà. Alors, financer la recherche. Bon, alors, quand j'étais au labo, je payais moi-même avec mon salaire. Enfin, je travaillais en même temps à la Revue pour la Science. Donc, jusqu'en 2000, mon salaire me payait, quand je voulais m'acheter, je sais pas, une trompe à vide, je m'achetais une trompe à vide. Alors ensuite, il y a eu un truc marrant, c'est que j'ai présidé les défis expérimentaux de ProLabo. ProLabo, c'était un magasin de matériel scientifique. Et quand ils ont déménagé, ils m'ont donné, en gros, tout le matériel. Et donc, avec ma voiture, j'ai chargé plein de matériel. Donc, j'ai plein de matériel que j'ai pas payé puisqu'on me l'a donné. Voilà. La RMN, on me l'a donné, donc ça va bien. Enfin, voilà. Donc et après, pour acheter 3 œufs et un morceau de bidoche, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent. Bon. Alors ça, c'est une façon de faire. Après, il y avait la question de financer les personnes. Alors, il se trouve qu'il y a plein d'étudiants qui ont voulu faire des stages avec moi, et moi, j'ai pas envie de passer mon temps à aller chercher des financements. Donc, j'aurais dit, écoutez, je suis prêt à vous accueillir, je m'occuperai de vous beaucoup, et il y a 300 jeunes que j'ai jamais sélectionnés. C'est-à-dire que quelqu'un qui avait envie de venir, il venait. Je suis à leur disposition, mais je veux pas passer mon temps à chercher des financements. Donc, j'en ai pas cherché. Donc, c'était dans le contrat. Ils n'étaient pas forcés de venir, mais ceux qui sont venus j'ai 300 amis qui sont dans le monde, qui sont restés des amis, parce que la règle, c'était... ces gens signaient une espèce de convention amicale. Il y avait 12 points, d'abord. Le premier, c'est de me tutoyer. Le deuxième, c'est d'être actif et présent. Parce que je veux pas m'occuper de gens de touristes, quoi. La troisième, c'était d'envoyer tous les soirs à toute l'équipe un email un email structuré disant ce qu'on a fait dans la journée, du point de vue de l'administration, du travail et de la communication. Mais moi-même, je faisais cet email. Donc, on a fait un groupe super soudé, amical, et les gens, aujourd'hui, par exemple, hier, j'ai reçu l'annonce de la naissance d'un bébé, de quelqu'un qui était venu en 2003, je crois. Incroyable. La semaine dernière, il y en avait un qui vient de rentrer au CNRS, qui a été recruté. Il fait de la physique des particules. Il était nul. mais il a grandi grâce à ce stage. C'est ça. Donc c'était voilà. Alors voilà le financement. Et puis de temps en temps, il y a l'industrie qui me tombait dessus en me disant tiens, on voudrait une thèse. Donc là il y avait un financement sans. Mais j'ai jamais cherché. Même un programme européen, le FP5, c'est un bonhomme qui est venu me voir un jour en disant est-ce que vous voudriez pas être au centre et ça a été le programme qui a nourri Ferran Adria en Espagne, le chef triplement étoilé, qui a nourri Aston Blumenthal en Angleterre. C'est-à-dire, c'est mon laboratoire qui irriguait technologiquement ces gens-là. Voilà. Et donc, je n'ai jamais cherché d'argent. Je ne vais pas me mettre à en chercher. Ça, je perds mon temps. Voilà. Vous avez saisi les opportunités que vous aviez. Ça venait tout seul, Exactement. alors je ne veux pas me fatiguer. Vous avez bien raison. Et alors, la deuxième question, je ne sais plus ce que c'était. J'ai oublié. Comment vous priorisez les questions que vous posez? Ça, c'est difficile. Alors, là, on va revenir à la question de la découverte. Parce que c'est le seul objectif que j'ai, c'est de faire une découverte. Une ou plusieurs. Oui. Alors, je prends une métaphore. Voilà. Si je me retourne derrière moi, je vois le passé. Si je regarde devant moi, je vois le futur. Et moi, je suis sur la ligne du présent. Bon.
Imaginons que les découvertes, c'est pas comme des montagnes. Voyez, donc, vous vous tournez derrière, vous voyez bien la montagne qui s'appelle mécanique quantique, la montagne qui s'appelle relativité, la montagne qui s'appelle Fulleren, c'est une plus petite montagne. Vous voyez des tas de montagnes. Mais vous n'êtes pas payé pour... votre objectif, c'est pas de faire de l'histoire des sciences, donc c'est de faire des découvertes. Donc vous vous retournez, vous regardez le futur, et là, vous vous dites, où sont les montagnes ? C'est ça que vous cherchez. Oui. Mais vous ne les voyez pas, parce que si vous saviez à l'avance où étaient les montagnes, vous les auriez découvertes. Donc la découverte, ce n'est pas possible. Donc imaginez que vous êtes dans le brouillard total, vous ne voyez rien. Et vous devez avancer. Des questions, j'en ai des milliers. Par exemple, alors je vous en prends plusieurs, mais vous faites une tarte aux abricots. Les abricots sont sucrés. Quand vous mangez la tarte, c'est acide, vous devez mettre plein de sucre. Pourquoi ? Alors, je l'ai un peu exploré, cette question. C'est-à-dire que j'ai mesuré le pH, évidemment, mais j'ai aussi mesuré le pH intracellulaire par résonance magnétique nucléaire du phosphore 31. Ben, peu importe. Et je ne sais toujours pas pourquoi. Ça fait 20 ans, 30 ans que j'ai cette question. Je ne sais pas. Mais j'en ai plein d'autres, des comme ça. Il y a une époque où je mettais sur mon blog une question tous les jours. J'ai plein de questions. Donc, je ne suis pas avare de les distribuer à mes copains. Il n'y a que ça, de toute façon. Et en plus, les théories qu'on a, elles sont fausses. Vous voyez, j'en prends une aujourd'hui qui est moderne. La mayonnaise. Vous partez de jaune d'œuf. Oui. Vous ajoutez du vinaigre. Le vinaigre, c'est de l'eau. Hein. Donc, vous avez le jaune d'œuf, 50% d'eau. Vous mettez du vinaigre, ça fait de l'eau plus de l'eau. Mais en plus, il y a des protéines, il y a des phospholipides. Vous mettez une goutte d'huile, vous fouettez, elle se disperse, c'est-à-dire vous coupez la gouttelette d'huile en deux et en deux et en deux. Donc au microscope, vous voyez des gouttelettes d'huile dispersées. Ça s'appelle une émulsion. Bon. Oui. Quand j'ai commencé, il n'était pas sûr que la mayonnaise soit une émulsion huile d'azote. Donc ça, je l'ai bien vu. Ensuite, on se dit, mais pourquoi on arrive à disperser ? Alors, à l'époque, il y a eu une théorie qui était que les phospholipides étaient responsables. Les phospholipides, c'est on va dire les lécithines du jaune d'œuf, étaient responsables de l'émulsion. Mais c'est pas possible parce que c'est des petites molécules et puis si on mettait beaucoup de sel, ça les déstabiliserait. Or, ça ne déstabilise pas. J'ai été mettre juste 300 grammes de sel dans une petite mayonnaise. Ça n'a pas déstabilisé, contrairement à ce qui était publié dans Nature. Hein. Donc, okay. Voilà. Et finalement, j'ai bien compris que c'était les protéines, parce que les protéines, c'est de longs fils qui ont plein de charges électriques. Donc de longs fils, ça veut dire que les gouttelettes se repoussent, enfin elles ne peuvent pas s'approcher, et en plus si c'est chargé, ça peut encore moins s'approcher. Bon. Maintenant, en 1903, il y a un gars qui s'appelle Ramsden, en Angleterre, un physico-chimiste, qui a découvert ce qu'on appelle les émulsions de Ramsden, que j'avais cru découvrir moi-même, parce que j'avais fait des émulsions à base de cellules de pommes de terre. C'est-à-dire que je stabilisais une émulsion par des cellules de pommes de terre. Pas de bol, Ramsden avait déjà découvert ça en 1903. Donc on doit appeler ça des émulsions de Ramsden. Il y a beaucoup de gens qui appellent ça émulsion de Pickering, et ils n'ont pas raison. Parce que Pickering, c'est 1904 aux États-Unis, et Pickering lui-même a dit que Ramsden l'avait découvert avant. Donc quelqu'un qui parle d'émulsion de Pickering, il n'est pas éthique, parce qu'on doit toujours citer le premier. Hein. Donc on doit parler de... Est-ce que la mayonnaise serait une émulsion de Ramsden ? Parce que dans le fond, le jaune d'œuf, c'est fait d'un plasma, c'est-à-dire de l'eau et des protéines en solution, et de granules, c'est-à-dire des petits grains, quoi. Oui. Et ces granules, c'est fait de protéines et de phospholipides et de triglycérides. Est-ce que par hasard, la mayonnaise ne serait pas une émulsion de Ramsden ? J'en sais rien. C'est très la question. Et des questions comme ça, j'en ai plein. Et c'est passionnant, hein, passionnant. Et ça a des applications immédiates dans l'industrie alimentaire. Hein. Mais ça, alors là, c'est un truc... tout à l'heure, je n'ai pas répondu à votre question, mais en gros, je voulais répondre. Je ne veux pas m'intéresser aux applications, a priori. Oui. Parce que sinon, je me détourne de la science vers la technologie. Vous voyez, il y a 5 millions d'articles sur le thé, publiés, d'articles scientifiques et technologiques. Il n'y en a pas un qui dit comment les composés de la feuille vont migrer dans l'eau. Bah, c'est un truc incroyable, ça. C'est pas admissible. Ouais. Vous voyez ? Et donc, il faut lutter pour que la science garde son champ, et je ne pense pas que ça soit bon de le confondre avec la technologie. Et donc, la chimie, c'est une science, c'est pas ses applications. Hein. Oui, les applications de la chimie, ça doit s'appeler application de la chimie. C'est noté.
On va passer à la deuxième partie. On va pas parler d'applications, on va parler des courants culinaires qui ont été inspirés, qui sont nés en fait de la connaissance créée, donc de la cuisine moléculaire à la cuisine note à note. Et justement, pareil que l'introduction de la première partie, la cuisine moléculaire, la cuisine abstraite, la cuisine note à note, qu'est-ce que c'est concrètement ? Et bien d'autres, parce que j'en ai introduit plein. Hein. Vous pouvez en parler si vous voulez. Oui, parce que, par exemple, la cuisine épique. J'en ai. Alors, la cuisine moléculaire, on l'a définie, c'est une cuisine qui utilise des matériels venus des laboratoires. Exactement. Alors, tiens, aujourd'hui, par exemple, il y a un problème avec le protoxyde d'azote dans les siphons. Moi, à l'époque, j'avais proposé soit les siphons, soit les pompes. Et aujourd'hui, je milite pour qu'on interdise les siphons et le protoxyde d'azote, parce que les cartouches, elles ne sont pas renouvelables, et en plus, les gens se droguent avec du protoxyde d'azote, alors qu'il suffit d'un petit compresseur, et vous voyez, un pulvérisateur de jardin, vous mettez votre sauce dedans, vous avez le même résultat qu'avec un siphon. Et là, c'est renouvelable. Bon. Alors, voilà la cuisine moléculaire. Hein. C'est vieux, hein, ça date de 1980, cette idée-là, donc c'est un truc vieux. La cuisine note à note, ou cuisine de synthèse, parce que, pardon, en français et en anglais, en français, il y a... je parle en anglais. En anglais, molecular cooking, c'est la technique cuisine moléculaire. Mais en anglais, molecular cuisine, c'est le style qui utilise la technique nommée molecular cooking. En français, on dit cuisine moléculaire pour les deux. Alors maintenant, 1994, donc la cuisine de synthèse. Donc on prend des composés et on construit le plat. Très facile, très rapide, très bon, tout à fait nouveau. Là, c'est vraiment bien, c'est vraiment nouveau. C'est des goûts qu'on n'a jamais mangés, c'est des consistances qu'on n'a jamais eues. C'est beaucoup plus intéressant. Et puis en plus, c'est sans doute bon pour la planète parce que ça permet de lutter contre le gaspillage. Bon. Alors, le style de cuisine qui vient de la cuisine de synthèse s'appelle la cuisine note à note. Là, en français, il y a deux noms différents. Alors maintenant, il y en a d'autres. Alors, la cuisine abstraite. La cuisine abstraite, par exemple, il faut prendre une métaphore avec la peinture. Vous voyez, de tout temps, on a peint des chevaux, des montagnes, des arbres. C'est de la peinture réaliste. Et puis, vers 1910, en particulier au Bauhaus, enfin une école d'art allemande, il y a eu des gens qui ont fait de la peinture abstraite, donc point et ligne sur plan, Kandinsky, Klee, enfin tous les peintres abstraits. Bon. Et les peintres abstraits, c'est beau, mais ça ne représente pas un soleil. C'est pas là pour représenter, c'est là pour susciter un sentiment, dire « Ah, c'est beau », mais ça ne représente pas. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose en cuisine ? C'est-à-dire, on ne veut pas avoir le goût de carotte. Ça, c'est réaliste. On veut utiliser des ingrédients, peu importe lesquels. Ça peut être des carottes, ça peut être des navets, ça peut être l'acide ascorbique, ça peut être ce qu'on veut. Il ne faut pas que ça soit toxique, bien sûr. Et avec ça, on construit un plat. Et ce plat, on dit « Oh, c'est bon !» Et contrairement à la cuisine classique, où les gens disaient « Il faut que ça sente ce que c'est ». Hein, il y a cette théorie idiote qui a été propagée par un critique culinaire qui s'appelait Kurnonski. Il disait les choses sont bonnes quand elles ont le goût de ce qu'elles sont. Mais c'est idiot, parce que un poulet rôti, il n'a pas le goût de poulet, il a le goût de poulet rôti. Et puis, si vous prenez deux artistes distincts, ils vont faire deux poulets rôtis différents. Donc, quel est le bon goût de poulet rôti ? C'est imbécile, quoi. C'est genre de phrases à l'emporte-pièce, c'est idiot, c'est pas ouvert, c'est rétrograde, voilà. Et donc là, la question, c'est de faire quelque chose de bon. Et à ma connaissance, il n'y a que mon ami Pierre Gagnère qui a réussi à faire ça. Hein, il a fait des plats, on mange et on est on se dit tiens, est-ce que ça sent la rhubarbe ? Ah non, ça sent pas la rhubarbe. Tiens, est-ce que ça sent ? Ah non. Et puis on le mange et puis on arrive au bout du chemin et c'est bon, hein, voilà. Alors cuisine épique, par exemple. Alors, cuisine épique, c'est Goethe, le littérateur allemand, enfin il n'a pas fait que ça, était copain avec Schiller, qui était un poète allemand. Et Goethe et Schiller s'écrivaient, et j'ai trouvé dans la correspondance le fait que il y avait cette idée de refaire la littérature classique. Bon. Et dans l'analyse qu'ils faisaient tous les deux, il y avait en particulier l'analyse d'Homère, de l'Iliade et de l'Odyssée, mais en particulier l'Odyssée. Et quand on y pense bien, l'Odyssée, c'est
on crée l'Odyssée si on retarde Ulysse. C'est-à-dire, Ulysse est à Troie, la guerre est terminée, il veut rentrer chez lui à Ithaque. Mais s'il était écrit dans le livre, Ulysse a pris son bateau, il est rentré à la maison, il n'y aurait pas eu 2000 pages. Exactement. Et donc, ce qu'on fait, c'est Ulysse prend son bateau, alors il quitte ses anciens compagnons, donc il pleure pendant 15 jours avant de partir. Enfin, bref, ensuite ils partent, le vent est contraire, parce que les dieux sont contraires à lui, puis ensuite il arrive quand même, alors il arrive sur l'île des lotophages, c'est en gros des drogués qui fument de l'opium, on va dire ça comme ça. Et alors là, la moitié de ses compagnons, il reste. Donc, est-ce qu'il abandonne ses compagnons? Voilà. Et puis ensuite, il arrive chez Circé. Circé, c'est une sorcière. Elle couche avec lui pendant, je ne sais plus, 7 ans. Donc, ça retarde. Hein, etc., etc. Et Ulysse est retardé. Ça fait 1000 pages. Et je me suis dit, mais tiens, dans un plat, c'est un peu pareil. Il y a un décours temporel. Si on mange comme ça, plotch, ben, d'abord, ça n'a pas d'intérêt. Ensuite, on ne profite pas. et ensuite, c'est pas construit. Or, un plat, il doit être construit. Parce que, alors ça, c'est une autre de mes hypothèses qui a conduit à un autre courant que j'ai appelé celui-là, j'ai appris comment ça me reviendra. Mais enfin bref, donc construisons. Hein. Et construisons, mais de telle façon qu'on va avoir des sentiments. Par exemple, j'ai inventé un plat, le plat de l'éclipse, où il y a un goût qui apparaît. Vous mangez, il y a un goût qui apparaît, puis il disparaît. Il y a un autre goût qui apparaît, qui disparaît. Voilà. Ça, c'est du constructivisme culinaire. Hein. Enfin, c'est de la cuisine épique. Voilà, j'ai retrouvé le nom de l'autre, c'est constructivisme culinaire. D'accord. Mais là, c'est de la cuisine épique. Alors, Pierre Gagnère avait servi un plat remarquable, comme ça. C'était dans une assiette creuse. Et puis, il y a un plat, hein, je sais pas, c'est une pièce de viande. Le maître d'hôtel vient mettre la sauce par-dessus. Donc déjà, vous voyez qu'il y a une espèce de... On attend un peu. On mange le truc et on s'aperçoit ensuite que l'assiette, c'était une grille et que le jus combiné de la sauce et du jus de l'aliment coule sur un autre aliment. Et donc, vous voyez, ça retardait. Donc, c'était ça la cuisine épique. Voilà une façon de faire. Alors, constructivisme culinaire, c'est de construire non pas seulement la consistance, mais construire les goûts, construire les odeurs, construire les saveurs, construire tout. Alors, et puis j'en passe parce que j'en ai... Forcément un peu plus. Oui, parce que c'était facile. J'ai fait un livre qui s'appelle « La cuisine, c'est de l'amour, de l'art et de la technique ». Et ce livre, ça consistait à prendre les idées esthétique, ça veut dire la théorie du beau, hein, pas le beau à voir, hein, le beau en général. Qui est à dire, si je transpose ça en cuisine, qu'est-ce que j'obtiens? Et donc, chaque idée esthétique du passé, que ce soit en musique, en peinture, etc., peut se transposer en cuisine et donc donner de nouvelles idées, de nouveaux courants. Et donc, aujourd'hui, on récapitule tout ça. Et après, il y a très peu de gens qui font tout ça. C'est trop difficile. Enfin, c'est très difficile. Il faut être un vrai artiste. Il y a beaucoup d'artisanat d'art en cuisine. Il n'y a pas beaucoup d'artistes. Tu peux même avoir la créativité de penser à tout ça. Oui, et un artiste, on ne va pas le condamner à faire quelque chose. Parce qu'un artiste, il a en lui quelque chose qui va sortir. Et ce n'est pas à moi de lui dire ce qu'il doit être, quoi. Exactement. Et... vous parliez de Pierre Gagnère, vous avez travaillé avec de nombreux chefs. Pourquoi avoir choisi de travailler avec des très grands chefs pour diffuser en fait ces courants culinaires? Parce que je suis un salaud. Non, mais c'est pas ça, c'est que, voilà, pardon. En vrai, c'est la stratégie de Parmentier. Augustin Parmentier voulait introduire la pomme de terre en France au moment de la Révolution, enfin un peu avant la Révolution. Et il a très bien compris que... il faut un argument d'autorité, c'est-à-dire que le peuple n'en voulait pas. Hein. L'Académie de médecine avait même dit que la pomme de terre donnait la lèpre. Mais Parmentier avait été prisonnier en Allemagne pendant les guerres en Allemagne, et il avait été nourri de pommes de terre, donc il savait que c'était pas vrai, qu'on pouvait manger. Et puis il y avait des parties de la France qui en mangeaient déjà, par exemple dans l'Est, on mangeait déjà des pommes de terre. Et donc Parmentier a beaucoup milité. C'est pas lui qui a introduit la pomme de terre, mais en fait il a fait beaucoup pour qu'elle se propage. Et son idée de génie, c'est qu'il l'a donnée au roi. Et le roi a accepté de porter à sa boutonnière une fleur de pommes de terre. Et donc, le peuple a voulu des pommes de terre. Et alors, il y a un épisode, alors je suis pas sûr qu'il soit vrai, mais il n'est pas loin d'être vrai, mais je le raconte comme un peu un mythe. Il avait un champ de pommes de terre plein des Sablons à Neuilly, donc ça c'est vrai.
Et on dit que c'était gardé par des gardes, mais que les gardes avaient mission de laisser le public prendre les pommes de terre. Parce qu'à l'époque, il y avait une sorte de mini-âge glaciaire et le peuple avait faim. Et donc, on empêchait, mais on laissait en vrai. C'est très malin, ça. Et donc, moi, quand j'ai proposé la cuisine moléculaire, je me souviens encore, j'étais allé voir les maîtres cuisiniers de France, rue Blanche, 73, si je me souviens bien, et ils n'en voulaient pas. C'est-à-dire qu'il y avait Trois Gros, Bocuse, etc. Et les gars m'avaient dit, mais non, t'es un gentil petit bonhomme, mais on veut pas de tes trucs, tu vas nous empoisonner. Alors qu'il n'y avait pas de composés, c'était juste des matériels pour... Enfin, je sais pas, un filtre de laboratoire, ça clarifie mieux un bouillon que battre un blanc en neige et le passer dans un linge. Enfin, ça me paraît évident. Bref, et donc... je me suis dit, la stratégie de Parmentier, donc on va le donner aux rois. Les rois, ils vont manger chez des triples étoilés. Donc c'est ceux-là qu'il faut que je cible. Mais en vrai, la connaissance, je l'ai donnée à tout le monde. Voilà. Et paradoxalement, c'est même pas venu comme ça, finalement. Ça s'est imposé grâce à la crise de la vache folle. C'est-à-dire que, vous voyez, je proposais depuis très longtemps des gélifiants qui étaient l'agar-agar, les carragénanes, bref, parce que je disais, mais regardez, ça fait des gelées soit transparentes et cassantes, soit molles et opaques, plein de gels différents, c'est plus de notes sur le piano. Et ils en voulaient pas. Et j'ai été sauvé, enfin, j'ai pas d'action, je touche pas un centime là-dessus, mais au moment de la crise de la vache folle, ils ont eu peur de la gélatine. Et la gélatine, ils me sont tombés dessus, on dit, mais qu'est-ce qu'on peut prendre? Et le terrain était prêt depuis longtemps, en disant agar-agar, alginate, carragénate, etc. Et en 15 jours, ils avaient basculé. Et c'est pour ça que la cuisine note à note ou de synthèse dont personne ne veut, c'est pas grave que personne n'en veuille. De toute façon, je cours pas après de la notoriété. Une fois qu'on est mort, on s'en fiche d'avoir une décoration. Et d'autre part, je touche pas un centime. Donc, je prépare le terrain, et puis le jour où le fruit sera mûr, il sera mûr, et puis voilà. Et ça sera très bien. Alors, c'est parti. Donc, on a récolté des idées reçues sur la cuisine moléculaire. Aïe, aïe, aïe. Oui, qui est souvent plus connue du public, qui la confond aussi parfois avec la discipline scientifique qu'on a évoquée plus tôt. Ah oui, ça... Et le jeu, c'est que vous répondiez par vrai ou par faux. Et une fois les affirmations passées au crible, on peut en discuter plus posément. Donc il y a 5 idées reçues qui sont revenues en nombre. Donc la première, la cuisine moléculaire, c'est les meringues à l'azote liquide à la fête de la science. Pourquoi pas? Il n'y a pas que ça. Mais c'est vrai que l'azote... Pardon. Oui, vrai ou faux? La cuisine moléculaire, c'est seulement des mousses. Des quoi? Des mousses. Ah, c'est faux, ça. C'était l'idée, il n'y a pas de mâchage. Oui. Dans les restaurants de cuisine moléculaire, il n'y a rien à manger. Oh, ça, c'est faux, ça. La cuisine moléculaire est réservée à une élite. C'est faux aussi. Et la dernière, la cuisine moléculaire est un art nouveau. Alors, pourquoi pas? Je ne sais pas si vous avez des réactions par rapport à ces idées reçues qui sont revenues en nombre. Donc la première, c'était la cuisine moléculaire, c'est les meringues à l'azote liquide de la fête de la science. Ah oui, alors c'est vrai que ça s'appelle pas des meringues. Pardon. Vous avez été sans doute chercher vos idées à l'école de chimie de Paris, où les étudiants m'invitent tous les ans. Et c'est vrai que c'est une expérience qui est faisable facilement. C'est pas des meringues, c'est-à-dire j'appelle ça des flocons givrés. Enfin bon, bref. Alors, on bat des blancs en neige, on lui donne du goût, on fait tomber dans de l'azote liquide et on a une coque croustillante avec l'intérieur qui est tendre. C'est bien de le montrer. L'azote liquide, c'est un nouveau matériel venu des laboratoires, donc c'est pas trompeur de faire cette expérience. Voilà. La deuxième, c'était quoi? La cuisine moléculaire, c'est seulement des mousses. L'idée qu'il n'y ait pas de mâche. Ah oui, alors moi, je m'intéresse beaucoup. En général, c'était pas ça la critique, c'était plutôt des gels, ce qui revient au même, enfin la même idée. Et alors, les gens qui disent ça sont des ignorants ou des imbéciles ou des menteurs. La raison, c'est que pour les gels, la raison, c'est que un tissu végétal, c'est-à-dire un légume, ou un tissu animal, c'est-à-dire une viande, ce sont des gels formellement. L'IUPAC, c'est-à-dire Union internationale de chimie et des applications de la chimie,
qui est l'organisme officiel de dénomination des mots chimiques, définit les gels comme un solide qui est empli d'un liquide. Et donc, vous prenez une feuille de laitue, une feuille de laitue, c'est 99% d'eau et ça ne coule pas. C'est bien un solide empli d'un liquide. Et donc, c'est un gel. Donc, l'essentiel de ce qu'on mange, c'est des gels. Donc, quand la critique a été faite par des journalistes idiots ou malhonnêtes, parce qu'il y en a des malhonnêtes quand même, de dire la cuisine moléculaire, c'est que des gels, c'est des imbéciles, quoi. Ils savent pas de quoi ils parlent. Alors, les mousses, il y en a eu beaucoup, parce que le siphon, ça fait des mousses facilement. Mais ça a des tas d'intérêts quand même, parce que, vous voyez, au workshop dont je reviens, là, le 15e de gastronomie moléculaire, on a fait une expérience amusante. On a pris du jus d'endive. Le jus d'endive, c'est amer. Si vous faites foisonner, l'amertume disparaît. Je ne comprends pas pourquoi. C'est très intéressant. Mais vous voyez, donc la mousse, on peut faire... Il y a des tas de choses. Et puis la mousse, on peut avoir une mousse simple ou une mousse émulsionnée. Donc, et puis cette moule, on peut faire une mousse solide. Une meringue classique, c'est une mousse solide. C'est pas mou. Oui. Alors celui d'après, c'était quoi? C'était dans les restaurants de cuisine moléculaire, il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à manger. Alors ceux qui disent ça, je leur montrerai le PowerPoint où j'ai le plat que j'avais mangé chez Hugo, je ne sais plus comment, à Hong Kong, au Mandarin Oriental. Mon épouse s'est arrêtée au milieu du repas, tellement elle avait à manger. Et moi, j'ai eu double ration pour tout le reste. Non, il y a eu plein de plats. Il y avait plein à manger, beaucoup trop. Et non, ça, c'est pas vrai. Et puis ensuite... La cuisine moléculaire est réservée à une élite. À une élite. Alors ça, je suis fautif. Parce qu'au début, c'est vrai que je mettais la cuisine moléculaire chez les triplement étoilés, mais pour que le public l'ait. Parce que paradoxalement, les matériels coûtent pas cher, c'est économique, très économique. Donc, mais c'est une stratégie. Oui. Et la dernière, c'est la cuisine moléculaire est un art nouveau. Un art nouveau. Alors oui, la cuisine moléculaire, vous vous rappelez, il y a molecular cooking et molecular cuisine. Oui. Si c'est molecular cuisine, c'est un art nouveau. Sauf que maintenant, c'est un nouveau, il est un peu vieux, parce que c'est... j'ai donné le nom molécular cuisine en 99, donc, mais il est vieux parce qu'il est périmé par la cuisine note à note et par la cuisine neuronale. Justement, comme on parle de cette cuisine où vous dites c'est le passé et la cuisine note à note probablement peut-être un peu le futur. On voulait aussi aborder un peu dans un dernier temps comment la cuisine note à note, est-ce que la cuisine note à note pourrait relever les défis alimentaires de demain. Déjà, quels sont les défis alimentaires du présent et du futur? Parce que si notre enquête est bonne, vous êtes membre de l'Académie d'agriculture et président de la commission alimentation humaine. Alors, oui, je suis membre de l'Académie d'agriculture. J'étais secrétaire, on appelle ça secrétaire. J'ai été secrétaire de la section alimentation humaine pendant 9 ans. Aujourd'hui, je ne le suis plus, mais oui, j'ai organisé en 2012 déjà une séance publique de l'Académie d'agriculture sur la cuisine note à note, où Gérard Pascal, qui était l'ancien directeur de l'alimentation humaine à l'INRAE, en gros, a dit que j'étais le parmentier d'aujourd'hui. C'est lui. La raison, c'est que, au-delà de l'aspect artistique de la cuisine note à note, il y a un vrai aspect politique, ou sociétal, je ne sais pas comment il faut dire. On est 7 milliards sur Terre aujourd'hui. Il y a à peu près 1 milliard qui a faim. Pour des raisons qu'on connaît. Il y a des guerres, il y a tout ce qu'il ne faut pas. Bon. Mais quoi qu'il arrive, on sait, c'est les chiffres de la FAO, qu'on sera 10,4 milliards en 2050. Moi, je ne serai pas là. Je serai mort. Donc, le problème ne me concerne pas, en quelque sorte. Si, il me concerne parce qu'il y a mes enfants et mes petits-enfants. Mais vous serez de 10,4 milliards en 2050. Comment est-ce que vous allez manger? Parce que si on ne sait pas nourrir déjà 6 milliards, comment est-ce qu'on va nourrir 4 milliards de plus, quoi? Alors, l'analyse essentielle, c'est de dire qu'il y a du gaspillage qui peut atteindre jusqu'à 45% dans certains pays, mais dans d'autres, c'est moins.
ce gaspillage, c'est pour plein de raisons. C'est pas parce qu'on fait n'importe quoi, c'est parce que dans la chaîne alimentaire, vous voyez, aller derrière un marché, j'ai des photos dans mon téléphone, mais boulevard Edgar Quinet, l'autre jour, j'étais à la fin du marché, j'ai trouvé des avocats, j'ai trouvé des mandarines, j'ai trouvé des oranges, j'ai trouvé des tas de trucs qui étaient jetés. Et ça, les marchands des 4 saisons ne peuvent pas vendre un fruit ou un légume abîmé, parce que ces produits ne sont pas sains. Or, la loi de 1905, qui est tout à fait nécessaire sur le commerce des denrées alimentaires, veut que les produits soient sains, loyaux et marchands. Bref, donc on va se demander, mais pourquoi est-ce qu'on arrive à du gaspillage ? Alors, une partie de l'analyse, c'est de dire on gaspille parce qu'on a des produits frais. Les tomates, elles ne poussent pas à Paris, donc vous les amenez par camion de Valence ou de je ne sais pas où, et ces camions transportent de l'eau, parce qu'une tomate, c'est 95% d'eau. C'est ahurissant de transporter de l'eau. Il y a 10 000 camions qui arrivent à Paris tous les jours avec des aliments qui transportent de l'eau. Alors, pas que de l'eau, mais une viande, c'est 70% d'eau, 60 à 70%. Un légume, c'est, on va dire, 75 à 99%. Enfin, pourquoi transporter de l'eau ? C'est idiot. Alors, à la ferme, fractionnons, apprenons à fractionner, ça fait de la valeur ajoutée, ça fait des composés qui seront des sucres, des acides aminés, des composés alimentaires, et à ce moment-là, on se met à faire de la cuisine de synthèse. Voyez, et ça, je pense qu'on peut passer le cap mondial de l'énergie, avec des centrales nucléaires qui vont bien, avec tout ce qu'on veut, mais on va y arriver. La fusion nucléaire n'est pas loin, donc ça c'est vraiment très excitant, on l'attend depuis très longtemps. Mais pour la production alimentaire, là il y a un vrai problème. Et on fera pas ces fantasmes que sont la pilule. Ça tient pas dans une pilule l'énergie qui... Enfin, le composé le plus énergétique, c'est l'huile. Enfin, c'est l'huile, c'est les triglycérides de l'huile. Si on compte l'énergie qu'il faut à un bonhomme ou une bonne femme pour vivre, il lui faut 350 grammes par jour de ce composé le plus énergétique. Ça ne tient pas dans une pilule. Voilà. Donc, oublions les fantasmes et pensons à du vrai, pensons filière. Et aujourd'hui, il se passe des choses très intéressantes. Par exemple, on ne va pas manger des insectes. Enfin, on va en manger si vous en mangerez si vous avez envie, mais c'est pas ça. Les gens n'ont pas compris la question. La question, c'est les protéines. Un bonhomme ou une bonne femme, c'est 70% d'eau, 20% de protéines et 10% de gras. Il nous faut des protéines pour vivre, pour être construit, pour nous. Voilà. Ces protéines, donc il nous les faut. Et 2016 était l'année internationale des légumineuses. Et pourquoi ? Parce que la FAO a bien compris que les légumineuses, c'est des plantes qui fixent l'azote. Donc pour les intrants, c'est bien. Mais qui en plus produisent des protéines. Donc aujourd'hui, il y a des grandes sociétés qui travaillent avec les agriculteurs, comme on fait pour le sucre en quelque sorte, mais là, ce n'est pas des betteraves, c'est pour des légumineuses. Et alors, sur le champ, on récolte les légumineuses, sur le champ, on enlève l'amidon, donc l'amidon, c'est bon, c'est de l'énergie, on enlève les protéines, et il y a un résidu. Et ce résidu, on le donne à des insectes, dans des fermes à insectes, parce que les insectes, ça transforme les résidus cellulosiques en protéines. Et donc, on extrait les protéines des insectes. Et on ne va pas manger des insectes, c'est quelque chose qui est mal compris. On va, cela dit, avec la cuticule des insectes. La cuticule des insectes, comme les champignons et des crustacés, ça contient de la chitine. La chitine, si vous le faites cuire dans une poêle avec un peu d'huile, ça vous fait une bisque qui est super bonne. C'est noté pour la recette. Oui, côté fractionnement aussi, ça peut permettre aux agriculteurs de peut-être faut mieux s'en sortir pour certains. Ça fait de la valeur ajoutée, oui. Au lieu de vendre du lait, on vend du fromage, ça coûte plus cher. Et il y a un petit travail en plus qui permet d'avoir... et c'est très important d'enrichir les agriculteurs et de préserver l'environnement. Et justement, donc avec tous les courants qui ont été créés par rapport à la cuisine, donc par exemple Not à Not, est-ce que vous pensez que ça peut aider à affronter ces défis? C'est ça l'idée, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura extrait les protéines, les acides aminés, les machins, les trucs, il faudra le cuisiner. Et donc ça, c'est de la cuisine Not à Not. D'ailleurs, aujourd'hui, se développent des études sur les imprimantes 3D alimentaires. Dans une imprimante 3D alimentaire, on ne met pas des carottes et des navets, on met des composés. Donc les imprimantes 3D alimentaires, et 4D, et 5D, et 6D, sont des très bons alliés pour le développement de la cuisine Not à Not. Est-ce qu'il y a des industriels qui utilisent déjà cette technologie ?
Alors, l'imprimante 3D alimentaire se développe progressivement. D'accord. Il y a plein de centres qui le regardent. Il y a des choses différentes. Enfin, c'est-à-dire, on n'est pas forcé de faire du note-à-note, pur note-à-note. On peut faire un hybride, en quelque sorte. Oui. Et ça, oui, ça commence et ça se développe bien. Oui. J'ai introduit en 2001, j'ai inventé en 2001 une sorte d'algèbre qui décrit la consistance des plats. Ça s'apprend en 1 heure ou 2, donc c'est pas difficile. Et avec ça, on conçoit un système alimentaire, enfin la consistance d'un système alimentaire. Après, réaliser cette consistance, c'est très facile. C'est-à-dire, imaginez que je vous dise, alors je vais prendre un exemple, je vous dise dispersion de microgel dans un gel émulsionné et foisonné. Vous voyez que c'est très long. Ça se décrit par une formule avec 4 lettres. Oui. Et une fois que vous avez envisagé ces 4 lettres, que vous avez ces 4 lettres devant vous, vous dites, tiens, je le fais. Et bien, le faire, c'est simple. Et de ce fait, comme ce formalisme, cette espèce d'algèbre, j'appelle ça un formalisme, permet d'envisager tous les systèmes possibles, vous voyez que vous pouvez en prendre un. Donc, la question de l'innovation, c'est pas d'introduire un système nouveau. Moi, avec ce formalisme, je pose sur la table devant vous une infinité de systèmes possibles que je décris très économiquement. Oui. Et maintenant, je me dis, mais maintenant, j'en prends un, je vais le faire. Et vous voyez, la question de l'innovation est complètement changée. C'est pas de dire « Ah, je viens d'inventer des hydrogels émulsionnés ». Ça, c'était il y a 40 ans, il y a 50 ans. C'était inimaginable. Aujourd'hui, c'est tellement banal avec ce formalisme que... Et les grands groupes industriels, mais pas seulement, à l'université aussi, utilisent maintenant ce formalisme des systèmes dispersés. Que je viens encore de changer pour l'améliorer. Donc, je l'ai appelé nouveau formalisme des systèmes dispersés, NDSF. Et pour continuer un peu sur cette thématique, la question que je vais vous poser, elle est d'actualité avec la thématique de la fête de la science de cette année, saveurs savantes. Aïe, oui, terrible, parce que tout le monde me demande des conférences à cette occasion. C'est justement la question qui nous est venue en préparant l'épisode. Et vous avez été très engagé dans votre carrière dans la diffusion et la transmission des connaissances, que ce soit pour la science, pour la revue pour la science, par vos conférences, l'animation d'ateliers ou encore l'animation aussi du concours international de la cuisine note à note. Qui continue tous les ans. Oui, appel aux étudiants, n'hésitez pas à concourir. Et c'est limité aux étudiants ou Non, tout le monde vient. L'année dernière, il y a eu un gars du public, je ne le connais même pas, il s'est inscrit, il a fait un truc éblouissant, il a été premier. C'était super, un super beau plat, très intelligent. Je sais pas d'où il vient. Il ne vient pas à mes séminaires, je le connais pas. C'est marrant. Ah, c'est trop chouette. Justement, qu'en fait, la médiation scientifique, ce qui est souvent le plus dur à surmonter, c'est les préconceptions. Et alors moi, mon idée reçue, c'est que le public, on a beaucoup de préconceptions sur la cuisine et on a l'impression de savoir. Et avec Pauline, on utilise souvent une petite phrase de Tolstoï des Cosaques, ils sont savants mais ils ne savent rien. Est-ce que c'est difficile d'expliquer au public le mécanisme de phénomènes qui sont associés à des transformations culinaires qu'ils pensent maîtriser? Non, c'est très facile. D'abord, on a des maîtres en quelque sorte. Michael Faraday, le grand physico-chimiste anglais, qui était orphelin à 11 ans, qui était un môme qui avait un morceau de pain à manger en une semaine, c'était une pauvreté terrible, et qui a fini directeur du Royal Institution à Londres. Il a découvert le benzène, il a découvert l'effet Faraday, l'effet Kerr, qui ne porte pas son nom, mais c'est lui qui l'a découvert. Il a découvert plein de trucs, quoi. L'induction électromagnétique qui fait tourner qui fait briller toutes les ampoules de nos vélos, enfin tout, quoi. Et Faraday a été nommé à un moment directeur de la Royal Institution, qui perdait de l'argent, enfin qui n'avait pas d'argent, et donc il s'est dit, je vais créer ce qu'il appelait les Friday Evening Lectures, donc un club scientifique, donc un club, les industriels payaient une cotisation, ils venaient le vendredi, et on faisait une conférence scientifique expérimentale. Et c'est lui qui a commencé à faire ça.
Donc il existe en ligne, il y a un livre éblouissant qui s'appelle L'histoire d'une chandelle. Ça a été traduit en français par Sainte-Claire Deville, un grand chimiste français. Et il a sauvé la Royal Institution en faisant une conférence expérimentale toutes les semaines. Puis ensuite, il a fait les Christmas Lectures pour les orphelins de Londres, une semaine de conférences expérimentales. Donc c'est vraiment essentiel. Je suis très heureux d'avoir contribué à la création de l'espace des sciences de l'ESPCI. Pierre-Gilles Degène m'avait demandé de conseiller là-dessus. Moi, je lui ai dit, il faut faire Faraday, quoi. C'est ça. Et aujourd'hui, ça existe encore, je crois. Donc, c'est très bien. Non, c'est très facile. Mais il ne faut pas préjuger du niveau de connaissance. C'est-à-dire, vous voyez, la chimie, elle arrive... Pardon. On n'est pas tous sortis de l'ESPCI. Et la chimie, elle est enseignée au collège. Et le collège, malheureusement, c'est l'époque de l'adolescence. Et à l'adolescence, on n'est plus bon à rien. Enfin, moi, j'étais plus bon à rien. J'étais dans une espèce de brouillard intellectuel. Alors, je continuais, tant bien que mal, mais... Je me vois encore ne pas réussir à réduire deux polynômes simples au même dénominateur, enfin deux fractions polynomiales. Enfin, pourquoi est-ce que ce truc, tout... Et je me vois encore me dire, j'étais en classe de 3e, c'était en décembre, je me dis, mais je sais le faire, mais j'y arrive pas. Et j'étais idiot, quoi. Les hormones coulaient, ça allait plus. Bon, bref. Et donc, la chimie, elle arrive à ce moment-là. Et puis, il y a pas mal de gens qui partent au brevet, hein, donc on n'est pas tous à l'université. Donc, et ça, c'est le public français, mais public français ou américain ou allemand, peu importe. Hein. Et donc, on ne peut pas faire l'hypothèse que ces gens connaissent de la chimie. Bon. Alors, j'ai fait une expérience qui était terrifiante. Enfin, j'en ai fait 2 successives. Enfin, j'en ai fait 3. D'abord, la première, c'était au Salon de l'Agriculture. Je faisais une conférence expérimentale. Et puis, il y a un petit monsieur qui vient me voir, donc 2 heures, c'est épuisant. Hein, donc, au bout de je transpirais, au bout de 2 heures, je me pose et il arrive. Je dis, oh, encore. Et puis, il dit, Monsieur Tiss, je peux vous poser des questions? Alors, je dis, oui, allez-y, mais acceptez que je sois assis. Bon, alors. Et puis, il me dit, mais vos trucs là, c'est artificiel? Il parlait des composés pour la cuisine note. Alors, je savais que c'était un mot piégé parce qu'il y a artificiel ou synthétique. Artificiel, ça veut dire qu'il est le produit de l'art. Vous voyez, la cuisine tout entière, elle est artificielle. Quand vous faites une omelette, c'est artificiel. Bon, alors, j'essaie de l'expliquer, mais abstrait, des mots abstraits, ça marche pas. J'ai dit, au fait, vous êtes quoi? Alors, il était bouché dans la Nièvre. C'était un gars très gentil. Hein. Alors, je dis, écoutez, je vais essayer de vous expliquer. Et vous voyez, quand j'avais 6 ans, j'ai pris une pile, c'était une pile Leclanché 4 volts 5. J'ai branché 2 petits fils de fer de chaque côté, et puis j'ai fait tremper ça dans un verre avec de l'eau salée, et il y avait des bulles. J'ai mis un tube par-dessus, j'ai récolté 2 gaz. D'un côté, c'était l'oxygène, de l'autre côté, c'était l'hydrogène. Et puis, le verre d'eau s'est vidé, et j'ai donc décomposé l'eau. Et alors, ce bonhomme me regarde avec des yeux ronds, il me dit, vous avez décomposé l'eau? Ah, je dis, oui, mais attendez, c'est pas difficile. Mais... Et puis, vous savez, si on met les 2 gaz ensemble, vous mettez une petite étincelle, ça fait une explosion, bon, vous faites attention, et vous fabriquez de l'eau. Vous synthétisez de l'eau. Donc, vous voyez, cette eau, elle est... Alors là, je vais expliquer artificielle et synthétique. Et puis, il me regardait, il dit, à 6 ans, vous avez synthétisé de l'eau. Alors, il réfléchit, puis il dit, vous avez un beau métier. C'est-à-dire que le public n'a pas peur, enfin, c'est pas qu'il a peur de la chimie ou qu'il déteste la chimie, c'est qu'il ne la connaît pas. C'est ça. Et ça, c'est essentiel de pouvoir expliquer ce genre de choses. Alors là, vous voyez, j'ai pris une stratégie d'explication expérimentale. Bon. Alors maintenant, j'arrive à quel est l'état du public? Alors, j'ai remonté l'avenue des Gobelins l'autre jour, enfin, il y a quelques années, et j'ai arrêté tout Avenue des Gobelins parce que il y a la manufacture des Gobelins où Chevreul, le grand homme de la chimie des graisses, a travaillé. Et j'arrêtais les gens gentiment en disant, est-ce que j'ai juste une question à vous poser? Et puis je leur disais, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est qu'une molécule? Il n'y en a pas un qui m'a donné une définition correcte. Donc, dont acte, je sais que le public français cultivé, parce que Avenue des Gobelins, on n'est pas... bref. Premier point. Ensuite, plus récemment, j'étais à table avec des gens qui avaient
un médecin spécialiste, une infirmière, un vigneron, j'ai oublié qui était... Voilà, et il y avait du sucre. Alors j'ai pris un petit grain de sucre en poudre, donc ça se voit à peine, mais et je leur ai demandé, tiens, est-ce que vous pouvez me dire comment c'est fait, ce truc-là ? Pas un n'a pu me dire la constitution interne d'un grain de sucre. Alors, je sais pas, moi, depuis que je suis tout petit, je vois des cubes empilés qui sont des molécules de saccharose, quoi. Ça me paraît pas compliqué. Alors ensuite, j'ai mis ce grain dans de l'eau, dans mon verre, devant eux, et puis j'ai dit, mais maintenant, donc, vous voyez, ce grain disparaît, on dit que ça se dissout. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pas un n'a pu le dire. Même le médecin spécialiste, qui est un très bon, hein, pas... Donc, vous voyez, la chimie, elle est complètement ignorée. La nature du monde en termes moléculaires, elle n'est pas connue. Et donc, il ne faut pas aller trop vite. Il faut commencer comme ça. Et c'est pour ça, par exemple, quand il y a eu le prix Nobel, c'était sur lequel, je ne sais plus, je me suis dit il y a 2 ans, il y avait dans des universités des podcasts sur je ne sais plus quel est lequel. Enfin bref, des podcasts, mais ils n'ont justement pas expliqué. Et ils ont botté en touche sur les applications. Et c'est pas ça qu'il faut faire. Parce que les applications, c'est pas le travail. Donc, ils n'ont pas expliqué le travail. Et je pense que c'est pas bien de répondre à application quand on veut expliquer un phénomène. Si c'est long, c'est long. Mais si on ne peut pas y arriver, autant le savoir, on se donne le temps qu'on veut. Et à ce moment-là... Alors, maintenant, pourquoi est-ce que j'ai passé tant de temps à de la médiation, alors que ça me prend du temps sur ma recherche ? C'est une raison uniquement politique. C'est-à-dire, moi, j'ai pas de radio, j'ai pas de télé, j'ai pas d'actu. Je déteste ça. Enfin, je sais que dans le monde, il y a des guerres, il y a des tyrans, il y a des tsunamis, il y a des épidémies. Je le sais. Je le sais pas, mais je le sais. Ça a toujours été comme ça. Donc, il doit y avoir... Bon. Et de toute façon, en plus, le monde ne cesse de bruire. Donc, on me parle de Trump, on me parle de je ne sais pas quel virus qui doit traîner. On ne peut pas échapper à ça, même si on... Et tout ce temps-là, que je ne passe pas à regarder les infos, je le passe à faire ce que je fais. Mais comme j'ai une chance inouïe de pratiquer la science, je me dis, je dois au public un peu, et ça, c'est mon engagement politique, uniquement politique, de dire... si on veut, alors c'est idéaliste, mais si on veut augmenter un peu la rationalité de notre société, c'est en expliquant un peu de science qu'on y arrivera. C'est-à-dire qu'il n'existe pas Zeus qui est en train de jeter la foudre. Voilà. Mais on en est là. Hein. Il y a des gens qui pensent à ça. Oui. Donc il n'y a pas de la pensée magique, il faut la combattre chaque minute. Et la science combat la pensée magique. Et c'est pour ça que j'ai fait de la médiation. Enfin, pas de la médiation, c'est pour ça que moi j'appelais ça vulgarisation à l'époque. Mais, la transmission. Oui, de la transmission, de l'explication. Oui. Et puis c'est tellement bien quand on a des amis... Je ne pense pas en termes de public. Le monde n'existe pas. Il n'existe que mes amis. Donc, à mes amis, je leur raconte des choses que j'espère justes. Et puis, là, vous auriez posé des questions. Pourquoi se répéter ? Parce que je fais 200 conférences par an, en moyenne depuis des décennies. Pourquoi ? La vraie raison, c'est que quand je présente... j'ai pas de quoi alimenter, enfin quoi, si j'ai de quoi alimenter 200 conférences par an, mais pas vraiment, mais il y a des choses qui se répètent. Mais quand vous dites quelque chose, ou c'est même pareil pour l'enseignement, quand je dis quelque chose, en fait, je parle pas à des gens. Je parle pour exposer quelque chose et je m'entends. Parce que comme je le connais, j'ai pas besoin de faire tellement d'efforts sur ce que je dis. Donc je m'entends et je me dis, mais tiens, est-ce que c'est vrai tout ce que je raconte ? Est-ce que c'est juste quelle est l'idée à laquelle ça me conduit ? Et dans le fond, mais même ma famille, quand je leur parle, je ne suis pas sûr de parler à ma famille, je parle à moi-même. Je ne devrais pas dire des trucs pareils, mais c'est la vérité. Vous voyez ? Et faire court, c'est... Émile Borel, par exemple, produisait sa recherche pendant ses cours à l'école normale. Il y avait 4 étudiants de l'école normale qui étaient chargés de noter sa recherche et ils faisaient un bouquin à la fin de l'année. Et moi, j'ai eu 2 très belles idées dans mes cours de master récemment, par exemple. Donc, justement, je suppose que la meilleure des choses, c'est de enseigner la cuisine à l'école, justement, aux plus jeunes, pour qu'ils soient, justement, mis dans le bain, comme on dit. Et comment,
est-ce que vous avez une idée de justement mettre en place pour les adultes qui ont déjà fait leur scolarité, comment ils peuvent avoir cet émerveillement qui est autour de la cuisine moléculaire et physique plus simplement? Alors, je vais prendre les choses d'un peu plus loin. Dans le fond, il y a dans le monde, il y a les gens qui sont encore dans le système éducatif, à l'école, on va dire, et les autres. Alors, à l'école, moi, j'avais introduit à la demande du ministre les ateliers expérimentaux du goût, puis les ateliers sciences et cuisine. Bon, le problème est réglé. Et puis la fête de la science va encore faire saveur savante. Donc pour l'école, le problème est réglé. L'école, l'université. Donc maintenant, le problème, c'est le public. Alors le public, il y a des adultes, soit professionnels, soit pas professionnels. Donc professionnels, là, j'en fais mon affaire, parce que le monde professionnel, j'écris par exemple une rubrique dans charcuterie gastronomique pour les charcutiers, mais dans nutrition info pour les diététiciens, etc., etc. Donc le monde professionnel, tout va bien, c'est fait. Donc il reste le public. Alors le public, c'est par la radio, par la télé, par les journaux. Donc il faut être actif dans ces domaines-là, et puis on arrivera. Mais peut-être pas tout seul, c'est-à-dire, vous voyez, mon réseau international de gastromoléculaire, il est plein de gens qui vont faire des séminaires, qui vont faire des ateliers, qui vont faire etc. Et donc ça contribue. Après, je ne peux pas irriguer la terre entière. J'ai 2 bras et j'ai ma recherche à faire quand même. Donc, mais j'ai mis beaucoup de choses en place pour arriver à diffuser l'information. Après, je compte beaucoup sur les journalistes pour m'aider à relayer, parce que c'est aussi leur responsabilité. Effectivement. On arrive déjà à la fin du podcast. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un dernier conseil, une phrase, une thématique ? Dernier conseil, les conseils, j'essaye de ne pas en donner, parce qu'il vaut mieux que chacun fasse son chemin, mais tout est dans la phrase on est ce qu'on fait. Enfin, vous voyez, au labo, par exemple, il y a des tas de... Pour mes jeunes amis, il y a un schéma au mur, il y a une balance à plateau. D'un côté, on met les prétentions, de l'autre côté, on met le travail. Bon. Si on a plus de prétentions que de travailleurs, on est prétentieux. Mais si on a plus de travail, on est travailleur. Voilà. Alors, mais ça va encore avec le on est ce qu'on fait. Le on est ce qu'on fait, il est vraiment sur mon écran d'ordinateur. Moi, je travaille avec un logiciel qui s'appelle Maple. Maple, c'est absolument merveilleux. C'est un logiciel de calcul formel, mais qui fait en même temps de l'écriture, qui fait de la chimie quantique, qui fait tout. Super. Donc je n'ai que ça d'ouvert. Moi, j'ai pas Word, j'ai Maple. Et donc mon journal, où j'ai tout, c'est-à-dire tout ce que je fais. Par exemple, ce matin, j'ai cherché la référence de Planche, un bonhomme qui en 1820 a étudié le bleuissement de la résine de Gaillac. Bon, bref, donc là, j'ai trouvé la publi en ligne, j'ai la référence, je l'ai mise dans le journal du jour, en quelque sorte. Donc c'est une traçabilité. J'ai un journal, je conseille à tout le monde d'avoir un journal. Un journal, c'est quelque chose qui se fait par jour, et on a ce qui est à faire et ce qu'on a fait. Et donc, moi, je fais CTRL-F planche, je vais retrouver la référence. Donc, c'est très efficace. Je n'ai pas beaucoup d'heures dans la journée, donc il faut que je sois très efficace. Bref, mais en tout premier lieu, ce logiciel est ouvert toute la journée, devant moi toute la journée, il y a « on est ce qu'on fait ». On est ce qu'on fait. Et il ne faut pas... Et on est tous pleins de mauvaise foi. Vous voyez, j'ai fait un traité de la mauvaise foi. La mauvaise foi, c'est terrible. Parce qu'on peut dire des choses justes en sachant qu'elles sont justes et être de mauvaise foi. Vous voyez, par exemple, vous faites un recrutement d'un collègue, un jeune collègue, vous imaginez que vous signaliez une particularité qui est rédhibitoire. Vous dites quelque chose de juste, vous savez que c'est juste, et pourtant vous êtes de très mauvaise foi. On peut dire aussi quelque chose de faux. Tous les cas sont naturels. Donc j'ai fait un bouquin entier là-dessus. Transformé en roman d'amour et en livre de cuisine. Ouais. C'est un livre où je me suis beaucoup amusé. Mais bref, on est vraiment ce qu'on fait. Et ce qu'on fait, c'est au quotidien. C'est pas du fantasme, c'est pas au bistrot, c'est pas
Enfin, on peut le faire au bistrot si on a envie. Ce matin, près de l'école normale, il y avait un gars qui était en train de travailler au bistrot qui fait le coin de la rue. Il travaillait, ça va très bien. Quand je dis au bistrot, on s'entend. Hein, oui. mais il y a une question terrible, c'est-à-dire quand on est étudiant, on a besoin de se socialiser en quelque sorte. Enfin, donc les garçons cherchent les filles cherchent des garçons, il y a des garçons qui cherchent des garçons, des filles... je ne veux pas le savoir, et puis il y a les genres, maintenant c'est très compliqué tout ça. Mais en gros, il y a plein de temps paumé en quelque sorte, qui est pris à la chimie, quoi. Moi j'avais des petites amies, mais c'est tout ce temps perdu pour la chimie, c'est terrible. Alors que la chimie est tellement extraordinaire. On va garder en tête cette fameuse phrase « Nous sommes ce que nous faisons ». Voilà. Merci infiniment en tout cas pour ces échanges. Merci beaucoup merci pour cette invitation. De recevoir. Vous me permettez de dire des idées auxquelles je crois. C'est parfait. Vous avez pu découvrir dans cet épisode une discussion avec Hervé Thys, physico-chimiste. Entre anecdotes, sciences et idées pour relever les défis alimentaires du présent et du futur, nous espérons que nous avons pu vous rendre un peu plus curieux et curieuses. N'hésitez pas à consulter notre page de ressources pour prolonger votre apprentissage et à partager le podcast à votre entourage qui se pose également des questions comme nous. C'est déjà la fin de cet épisode d'Erreur 404. On espère que cela vous a plu et que vous avez appris quelque chose d'utile ou d'inspirant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en laissant un commentaire, en mettant 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute et en partageant autour de vous. Pour prolonger la discussion, vous pouvez également nous retrouver sur Instagram, TikTok ou LinkedIn sous le nom Erreur 404 Podcast. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, restez curieux et curieuses et souvenez-vous, plus on sait et plus on est capable d'apprendre. À bientôt sur Erreur 404.